Vous m'avez proposé une question difficile, une question complexe, et je ne suis pas certain de pouvoir y répondre. Je suis même certain, en fait, de ne pas pouvoir y répondre. Et donc, je vous prie par avance de bien vouloir m'excuser pour le caractère nécessairement décevant de mon propos. La question que nous rencontrons est en effet une question gigantesque. Vivons-nous la fin de notre civilisation ? Comme souvent, quand on est devant une très grande question qui pourrait paraître très abstraite, il faut revenir à des choses très incarnées. Ce matin, j'ai eu la chance de visiter, avec Pauline Béton, conseillère consulaire, de visiter la galerie Tretiakov. Et dans la galerie Tretiakov, nous nous sommes arrêtés un long moment devant ce portrait que vous connaissez peut-être, ce portrait par Levitsky de Demidov. Demidov était un homme d'affaires russe, un industriel, et aussi un très grand mécène, un intellectuel, qui a parrainé un grand nombre d'actions, aussi bien de charité, de soutien aux plus pauvres, que d'actions d'éducation. Ce portrait de Demidov, que vous connaissez peut-être, le représente assis, appuyé sur un arrosoir, et désignant à la fois de manière toute proche son jardin, et de manière plus lointaine l'école qu'il avait fait construire. En plein milieu du siècle des Lumières, en plein milieu du XVIIIe siècle, Demidov, dont la proximité avec la philosophie des Lumières et la philosophie française en particulier était important, Demidov se représente lui-même comme, d'une certaine façon, un apôtre de la civilisation. Le mot de civilisation est, comme vous le savez peut-être, un terme récent. Il apparaît pour la première fois dans la langue française, au XVIIIe siècle, sous la plume du père de Mirabeau, notre révolutionnaire. Civilisation est une sorte de néologisme forgé alors à partir du latin civis, qui veut dire le citoyen, et qui donne par exemple les mots de civil ou de civilité. Civilisation est utilisé par le père de Mirabeau, comme le fera ensuite le siècle des Lumières, comme un terme désignant une activité, un travail, un effort qui consiste à civiliser. Et la civilisation, de ce point de vue-là, ressemble à ce travail du jardinier que nous présente Demidov. Civiliser, c'est cultiver la nature. Cultiver la nature telle qu'elle nous est donnée au sens biologique du terme, mais cultiver d'une manière plus profonde encore la nature des hommes eux-mêmes, les civiliser, les faire sortir de l'état brut dans lequel la nature nous les donne, les faire sortir de la brutalité qui ne se laisse entrevoir qu'en dehors de toute civilisation, dans ce que les Grecs appelaient la barbarie. Barbare est un terme cette fois-ci forgé par les Grecs, barbaros, à partir de ces sons inarticulés que semblent produire ceux qui n'ont pas de vocabulaire pour parler. Ceux qui, n'ayant pas de mots pour s'exprimer, ne peuvent que produire des bruits avec leur bouche. Nous le savons aujourd'hui, évidemment. Il y avait dans cette qualification des Grecs une forme d'ethnocentrisme, et nous reviendrons sur ce point, car les Grecs désignaient ainsi non pas ceux qui ne savent pas parler, mais ceux qui ne parlaient pas leur propre langue. Étaient barbares pour les Grecs tous ceux qui n'appartenaient pas à la civilisation grecque. Et c'est là sans doute l'ambiguïté qui est au cœur de la définition même de la civilisation, et peut-être au cœur de la crise de civilisation que nous traversons aujourd'hui. Car le mot civilisation, je vous le disais à l'instant, est né dans la philosophie des Lumières comme un terme universel. La civilisation, c'est l'effort qui consiste à cultiver, à faire passer la nature dans un état de culture, à cultiver la nature, et comme l'agriculture transforme la terre, à civiliser la nature de l'homme pour la faire sortir de cet état brut dans lequel nous la recevons. Et bien précisément, le terme de civilisation à son origine, dans ce siècle des Lumières, est un terme universel, qui a une prétention universaliste. Les philosophes des Lumières n'auraient pas pu se poser la question que nous rencontrons ce soir. Ils n'auraient même pas pu la formuler. Vivons-nous la fin de notre civilisation ? Cette question ne leur serait jamais venue à l'esprit. Car pour les philosophes des Lumières, et pour Demidov dont nous parlions à l'instant, nous ne pouvons parler que de la civilisation. Il y a un effort universel de la culture pour civiliser la nature des hommes. Il n'y a qu'une civilisation. Il n'y a qu'un seul effort civilisateur. Voilà le contexte dans lequel se forme le mot de civilisation, à l'intérieur des sociétés européennes, à l'intérieur de ce bouillonnement qui traverse l'Europe des Lumières depuis
la France jusqu'à la Russie, le mot de civilisation apparaît comme cet effort que font les hommes pour transformer la nature, pour la polir, pour se l'approprier, pour la civiliser, et pour ainsi construire un monde qui soit un monde authentiquement humain, un monde vivable par des hommes, un monde humanisé. Nous voyons bien que la civilisation, donc, se reçoit dans son acception première avec cette prétention universelle. Tout le XIXe siècle sera marqué par les travers que cette prétention universaliste infligera à l'humanité. Car les Européens se sont sentis dépositaires de la civilisation. Et ce sentiment ethnocentré, qui leur faisait regarder le monde comme concentré autour de leur propre culture, les a poussés à aller dans le monde entier, animés par l'intention noble et généreuse de civiliser les autres peuples, c'est-à-dire en fait de leur imposer leur propre moule civilisationnel. De ce point de vue-là, une figure intéressante est, en France, la figure de Jules Ferry. Jules Ferry est célébré en France comme l'un des fondateurs de l'école de la Troisième République, l'un des fondateurs de l'école républicaine, celle qui voulait transmettre à tous les enfants la culture et la connaissance, celle qui voulait transmettre à tous les enfants le savoir pour qu'ils puissent s'intégrer à la société que le monde de demain leur préparait. Jules Ferry est l'un de ceux qui incarnent le mieux cette ambition émancipatrice de la culture. Et Jules Ferry, de fait, est au cœur d'une sorte de célébration nationale. L'un des premiers actes de notre président de la République a été d'aller se recueillir devant la statue de Jules Ferry, manifestant ainsi par là la dette que notre société doit à la figure de ce fondateur de l'école républicaine. Jules Ferry est en même temps, et c'est ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme son côté obscur, Jules Ferry est en même temps l'un des plus grands promoteurs de l'entreprise coloniale, l'un des plus grands défenseurs de l'expansion coloniale française. Et il ne faut pas voir là une contradiction. Au contraire, il y a entre ces deux dimensions du personnage de Jules Ferry une absolue continuité, celle qui consistait à vouloir cultiver les hommes, les civiliser, à vouloir étendre dans le monde entier les bienfaits de la civilisation, de cette unique civilisation, ou de cette civilisation qui se reconnaissait comme unique, la civilisation occidentale. Il s'agissait d'aller porter dans le monde entier les bienfaits de cette civilisation et d'aller transformer les sauvages que nous rencontrions partout dans le monde en hommes civilisés par les bienfaits de notre propre enseignement, de notre culture, de nos formes de gouvernement, de nos manières de vivre, bref, en allant polisser dans le monde entier l'humanité encore sauvage que nous pouvions y rencontrer. Nous avons aujourd'hui tendance à considérer, par une forme de raccourci facile, de regard superficiel, que ces deux facettes de la personnalité de Jules Ferry sont en quelque sorte opposées. Mais il n'en est absolument rien. Elles sont en continuité parfaite et en cohérence absolue. Nous avons reconnu aujourd'hui, après le XXe siècle qui a été marqué par le drame des grandes idéologies qui ont traversé notre histoire, nous avons reconnu aujourd'hui, sans doute avec douleur, la nécessité d'une forme d'humilité. Il n'y a pas une civilisation. Il n'y a pas une civilisation supérieure. Et nous nous croyons aujourd'hui, par une sorte de retour de balancier, par un espèce de contre-coup, obligés d'affirmer qu'il n'y a pas, dans une sorte de relativisme absolu, de différence de valeur entre la pluralité des manières d'apprivoiser l'expérience humaine, entre une pluralité de civilisations. Nous l'avons reconnu. Il n'y avait pas de culture primitive, mais peut-être des cultures premières. Il n'y avait pas d'art primitif, mais peut-être des arts premiers. Et c'est ainsi qu'il est désormais devenu courant de les appeler. Ceci, par exemple, s'accompagne également, comme une forme de symptôme de la redécouverte, après la Seconde Guerre mondiale, des collections d'art anciens conservées jusque-là dans des réserves d'ethnologie. Nous avions conservé en France, par exemple, dans le musée de l'Homme, des dizaines de kilomètres de rayonnage d'objets issus de ces sociétés lointaines que nous étions allés coloniser et que nous conservions sur le plan de leur intérêt historique comme des formes de témoignages anthropologiques, ethnologiques, de sociétés primitives. Eh bien, ces réserves, nous les avons aujourd'hui fait passer dans des musées d'un genre nouveau, le musée des arts premiers qui a ouvert à Paris, et qui est une façon de considérer, de reconsidérer la variété des civilisations,
Une façon de considérer et de reconsidérer que ces productions artistiques n'étaient pas les traces ancestrales de premiers essais de civilisation, mais bien des civilisations à part entière que nous devons reconnaître et que nous devons respecter dans leur variété et dans leur diversité. Nous avons aujourd'hui très peur de l'idée même de civilisation et nous avons aujourd'hui très peur dans le monde occidental de notre propre civilisation. Nous avons très peur de notre propre civilisation, de ce phénomène même qu'est la civilisation. Et personne aujourd'hui ne se ferait représenter comme dans le portrait de Lévitsky, désignant dans une tâche unique le travail qui consiste à cultiver la terre et le travail qui consiste à cultiver les hommes. Personne ne se décrirait aujourd'hui comme dépositaire d'une ambition civilisatrice. Plus personne ne se veut dépositaire de cette mission civilisatrice dont parlait Jules Ferry au début de la Troisième République. Cette mission civilisatrice, nous l'avons abdiquée au nom de ce relativisme culturel qui veut que désormais toutes les cultures soient placées d'une certaine façon sur le même plan. Nous avons terriblement peur de l'idée qu'une civilisation serait meilleure qu'une autre et qu'il faudrait aimer notre civilisation peut-être plus qu'une autre, aimer notre civilisation peut-être singulièrement ou transmettre les éléments de notre culture et de notre civilisation. Et cette crainte, cette inquiétude, cette peur que nous éprouvons devant l'idée que notre civilisation, nous pourrions l'aimer et la transmettre singulièrement, c'est elle qui cause, je le crois profondément, ce qu'on pourrait appeler la crise contemporaine, c'est-à-dire une crise de civilisation. Car la crise actuelle que traversent les sociétés occidentales n'a rien d'une crise conjoncturelle, n'a rien d'une crise temporaire ou d'une crise éphémère. Ça n'est pas non plus, comme on le dit simplement, une crise provoquée par l'entrée dans un nouveau monde, par l'entrée dans de nouvelles technologies, par la mutation que traverse l'économie de nos sociétés. Cette crise que nous traversons, c'est de façon très profonde une crise de civilisation. Tous les repères dont nous avions hérité, toute la culture dont nous étions les dépositaires, tous les savoirs même que nous avions reçus en héritage, nous nous interdisons désormais de les transmettre au nom de cette peur que j'évoquais à l'instant, de notre propre inquiétude devant le danger que représenterait l'affirmation de la centralité quelconque d'une civilisation parmi d'autres. Nous sommes entrés dans cette grande peur de nous-mêmes, dans cette grande angoisse que nous éprouvons à considérer notre propre origine, à considérer nos propres racines. Peut-être l'avez-vous vu ou l'avez-vous su, dans le débat il y a quelques années autour de la Constitution européenne, l'un des débats sous-jacents était celui qui concernait l'inscription dans le préambule de la Constitution européenne d'une mention des racines chrétiennes de l'Europe. Il s'agissait, et cette revendication a été faite par un certain nombre de parlementaires européens, de placer dans le préambule de la Constitution européenne un rappel du fait que l'Europe a des racines chrétiennes, plus largement même des racines judéo-chrétiennes. Eh bien, cette mention, qui a été au cœur d'un véritable débat dans le débat, d'une grande polémique, cette mention a été refusée par une majorité d'États européens. Il ne faut surtout pas affirmer que nous avons des racines chrétiennes. La formule était exactement celle-là. Elle ne consistait pas à dire que l'Europe est chrétienne. Elle ne consistait pas à affirmer que l'Europe doit rester chrétienne. Elle ne consistait même pas à affirmer que l'Europe a des valeurs chrétiennes, mais à affirmer que l'Europe a des racines chrétiennes, auxquelles s'ajoutait l'héritage précisément de la tradition judaïque, et auquel s'ajoutait aussi en parallèle l'héritage gréco-latin de la raison développée par les civilisations spécifiquement grecques et latines. Eh bien, cette idée-là a été révoquée. Surtout, il ne faut pas dire qui nous sommes. Surtout, il ne faut pas dire d'où nous venons. Je crois que cette peur que nous vivons aujourd'hui est la cause qui permet d'élucider, d'expliciter, d'éclairer un très grand nombre de ce qu'il est convenu d'appeler les débats de société contemporains. En France, par exemple, nous sommes aujourd'hui, vous le savez, au cœur d'un très grand débat autour de l'éducation. Certains d'entre vous, peut-être, ont partagé avec nous la réflexion que nous avons tenté de développer hier sur la question éducative et sur la question de la transmission. Je ne vais donc pas y revenir plus longuement. Disons simplement que cette question éducative me paraît illustrer d'une manière très concrète cette peur de la transmission qui est d'abord une peur de notre propre héritage.
J'ai commencé à réfléchir sur cette question, là encore, d'une façon très incarnée et très précise, en devenant moi-même enseignant, professeur de philosophie, et en vivant l'expérience de ma formation d'enseignant. Notre formation d'enseignant en France a été, depuis quelques décennies, entièrement structurée autour d'une idée fondamentale: il ne faut pas transmettre un savoir. Il ne faut pas transmettre des connaissances. Parce que si nous transmettons des connaissances, nous empêchons nos élèves de construire par eux-mêmes leur propre savoir, de construire par eux-mêmes leur propre vie, d'être les auteurs de leur propre existence, les auteurs de leur propre aventure humaine. Nous avons été formés avec cette idée, et les débats qui entourent aujourd'hui la réforme du collège en France sont tout entiers centrés autour de ce problème. Nous le voyons bien, il s'agit pour nous d'affirmer la nécessité de rompre avec des pratiques considérées comme archaïques et trop reliées à l'idée même d'une transmission, d'un héritage, pour s'orienter vers une activité de l'élève qui doit construire par lui-même son propre savoir. À cette fin, on proposera par exemple, en retirant des heures de cours magistraux, des cours fondamentaux, on proposera de les remplacer par des enseignements pratiques interdisciplinaires. Plutôt que de faire par exemple un cours de français et un cours d'éducation civique, eh bien on organisera, c'est l'un des exemples que propose notre ministère de l'Éducation nationale, on organisera un débat dans la classe sur les caricatures, sur la liberté de caricature, et chaque élève sera invité à donner son point de vue, à s'exprimer et à formaliser son opinion. Ainsi, croyons-nous, nous nous éviterons de transmettre à nos enfants des repères qu'ils n'auraient pas produits par eux-mêmes. Nous nous éviterons de les enfermer, de les aliéner. Nous nous éviterons de les piéger aussi dans une et une seule perspective culturelle, dans un seul héritage de civilisation. C'est singulièrement l'explication de la polémique qui naît aujourd'hui en France autour des programmes d'histoire. Les programmes d'histoire sont en effet symptomatiques de cette volonté de décentrer les élèves de l'héritage strictement français, ou même d'un héritage strictement européen. Décentrer les élèves de ce que nous percevons comme étant une forme d'enfermement dans une culture particulière. Pour la première fois, des parties entières du cours d'histoire au collège, entre 11 et 16 ans, des parties entières du cours d'histoire au collège seront optionnelles. Certaines parties seront obligatoires et d'autres seront facultatives. Et dans les premiers moments du collège, la partie obligatoire concerne l'enseignement de l'islam, la partie facultative concerne l'enseignement du christianisme médiéval. Ainsi, l'islam devient un enseignement obligatoire en histoire et le christianisme devient un enseignement facultatif. Et par ailleurs, il est présenté uniquement sous une forme et sous un seul aspect. Le christianisme est présenté comme étant l'occasion de réfléchir sur l'emprise de l'Église sur les sociétés médiévales. Bref, encore une fois, nous décrivons notre propre héritage uniquement sous le prisme de l'aliénation qu'il cause, de l'enfermement qu'il produit, de la dépendance qu'il suscite. Au fond, ce qui est très intéressant, et c'est la raison pour laquelle le débat est devenu si vif en France, non pas d'ailleurs uniquement à cause de la question de l'islam, mais parce que ce qui est en jeu, c'est la question de savoir si nous avons à transmettre à nos élèves un héritage singulier, une culture particulière, et une culture centrée, pourquoi pas, sur notre propre pays, sur notre propre civilisation. De la même façon, dès le plus jeune âge, on apprendra à l'élève, et c'est l'objectif que se donnent ces nouveaux programmes, non pas leur propre langue maternelle, leur langue nationale, la langue qui est un élément central de toute culture, de toute civilisation, mais dès leur plus jeune âge, on les familiarisera le plus vite possible avec une pluralité de langues. Et par exemple, dès la première année, après le CP, le CE1, dès l'année de CE1, on apprendra une première langue vivante. Ça veut dire à peine les élèves auront-ils commencé à apprendre à lire et à écrire, ce qui, nous le savons, est aujourd'hui assez difficile dans notre pays parce que nous n'y arrivons pas très bien. À la fin de la classe de 3e, nous avons 20% de jeunes Français qui ont des difficultés majeures à lire ou à écrire le français. Donc nous sommes en difficulté dans la transmission de l'essentiel et pourtant, dès les débuts de cet apprentissage commencés, nous allons immédiatement, d'une certaine façon, surcharger l'esprit de nos élèves avec une première langue vivante, à laquelle s'ajoutera une deuxième langue vivante dès le tout début du collège. Nous avons très peur d'affirmer que le but de l'école, c'est d'apprendre aux élèves à parler leur propre langue, leur langue nationale, à parler la langue qui vient de leur propre culture.
J'ai vu que le gouvernement russe avait aujourd'hui annoncé un grand plan en faveur de la langue russe, accompagné d'un financement très important pour promouvoir la langue russe. Eh bien, nous sommes en France aujourd'hui dans une sorte de situation très paradoxale. Nous cherchons à défendre notre langue, nous aimons la langue française, nous voulons défendre la francophonie, et pourtant, en même temps, nous sommes très inhibés, très angoissés. Nous n'avons pas du tout envie d'affirmer que le but de l'enseignement, c'est d'apprendre le français. Nous voulons affirmer que le but de l'enseignement, c'est, pour reprendre l'expression du ministère, d'enseigner la pratique des langages, mais d'une pluralité de langages, d'une variété de langages. Vous voyez, je crois que derrière ces débats, il n'y a pas simplement des questions techniques. Il n'y a pas simplement des questions de structure, ni de moyens. Il n'y a pas simplement des questions de méthode. Ce qui est en jeu profondément, c'est une question de civilisation. Ça n'est pas une question de moyens, c'est une question de finalité. C'est la question du but même de l'éducation qui est en jeu. Qu'est-ce qui se passe dans le travail éducatif? Qu'est-ce qui, au fond, se joue dans l'activité éducative? Est-ce que l'éducation doit avoir pour but de transmettre à chaque enfant la connaissance de sa propre culture, de la culture dans laquelle il baigne, de la culture du pays où il vit, quelle que soit d'ailleurs son origine, de la culture de ce pays dans laquelle il est en train de grandir? Ou est-ce que nous voulons au contraire affirmer que le but de l'éducation, c'est de déconstruire cette culture, d'apprendre à l'élève à prendre ses distances par rapport à une civilisation déterminée, pour se mettre d'une certaine façon au-dessus de cette civilisation, afin de conquérir sa propre liberté. Au fond, ce qui est en jeu, c'est une triple peur, que je voudrais tenter de développer brièvement avec vous ce soir. En ayant peur de notre civilisation, nous avons peur de ce qu'elle représente pour 3 raisons. D'abord, nous avons peur de la guerre. Deuxièmement, nous avons peur de l'aliénation. Et troisièmement, nous avons peur de la différence. Nous avons peur des civilisations parce que nous avons peur qu'elles menacent la paix, qu'elles menacent notre liberté, et qu'elles menacent notre capacité d'être indéterminés, d'être les auteurs de notre propre vie. Et je voudrais revenir brièvement sur ces 3 points. Premièrement, et c'est la chose sans doute la plus facile à comprendre, nous avons peur de l'idée de la civilisation parce qu'elle nous paraît aujourd'hui, contrairement à ceux qui l'ont formée, facteur de guerre, facteur d'opposition, facteur de distance entre les hommes et donc potentiellement de conflits et de violence. Nous avons terriblement peur d'affirmer que nous aimons notre culture, par exemple, parce que nous pensons que cela nous conduit immédiatement à une logique d'intolérance, à une logique de discrimination, et donc à une logique de violence. Nous passons notre temps, par exemple, et toujours dans les programmes d'histoire que je citais à l'instant, nous passons beaucoup de temps à mettre en avant les drames qu'ont été, pour beaucoup des sociétés du monde, l'expérience parfois douloureuse de la colonisation. De ce que la colonisation a pu représenter de rencontres entre les peuples, jamais nous ne parlerons. De l'effort et de la générosité d'ailleurs, qui dans l'intention habitait de nombreux peuples qui ont été au-delà des mers, dans des terres qu'ils ne connaissaient pas, cette générosité bien réelle, qui était certainement au cœur, par exemple, du propos de Jules Ferry, de cet effort-là, nous ne parlerons jamais. En revanche, nous insistons avec beaucoup de force et de manière répétée sur les drames bien réels et incontestables qui ont été la conséquence de cette entreprise de la colonisation, de cette entreprise qui a traversé le XIXe siècle et qui a marqué le XXe siècle de nombreux drames, en tous les cas, dans l'histoire de notre pays. La colonisation nous paraît être, dans la violence qu'elle a pu susciter, le résultat logique de l'affirmation d'une affection particulière envers une civilisation singulière. Si vous dites, pour le dire d'une manière très, très brève et très concrète, si vous dites que vous aimez votre culture, vous êtes un colonisateur dans l'âme. Si vous dites que vous aimez votre civilisation et que vous aimez votre civilisation d'une manière particulière, vous êtes quelqu'un de dangereux et tôt ou tard vous risquez de déclarer la guerre à votre voisin pour lui imposer malgré lui les bienfaits de votre civilisation. Voilà ce que, dans notre inconscient collectif, d'une certaine façon, nous ne cessons de nous répéter. Aimer sa culture, aimer sa langue, vouloir transmettre une culture et une langue en particulier, c'est nécessairement, d'une certaine façon, entrer dans la logique qui, ultimement, est celle de la guerre et de la violence. Dans la logique des idéologies du XXe siècle qui ont affirmé la suprématie
d'une classe, la suprématie d'un peuple, la suprématie d'une race, pour finalement produire les plus grands massacres de l'histoire. Voilà la première raison de notre peur. Nous avons peur de l'idée même d'une civilisation, de notre civilisation. Nous avons peur d'affirmer notre propre héritage parce que nous le percevons comme une forme de violence. Et voilà d'ailleurs la raison qui a été invoquée pour exclure de la Constitution européenne la mention des racines chrétiennes de l'Europe. Car l'Europe a changé. Aujourd'hui, l'Europe est plurielle. Aujourd'hui, en Europe, il y a des gens qui ne sont pas tous chrétiens. Et si nous affirmons que l'Europe a des racines chrétiennes, alors nous produisons à l'égard de toutes ces personnes une forme de violence. Nous les considérons comme des exclus. Nous les enfermons dans les marges de notre propre société. Voilà ce qu'affirmaient ceux qui refusaient la présence de ces racines chrétiennes dans la Constitution européenne. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas chrétien en Europe. Affirmer donc que l'Europe a des racines chrétiennes, c'est produire un acte d'exclusion, de discrimination, un acte de violence et ultimement donc un acte de guerre. Voilà fondamentalement ce qui se joue dans la première peur que nous éprouvons devant notre propre civilisation, devant notre désir de déconstruire cette civilisation. Le désir de garantir entre les hommes une forme de paix que nous appelons aujourd'hui de ce mot magique qui est devenu dans nos sociétés le terme de tolérance. Il faut être tolérant et la tolérance suppose de renoncer à l'idée même d'aimer sa propre culture de manière singulière, d'aimer sa propre civilisation d'une façon singulière. Il faut être tolérant et même jusqu'à l'absurde, c'est-à-dire jusqu'à révoquer l'évidence par exemple de l'origine chrétienne de l'Europe, ou en tous les cas de cette influence singulière qu'a été pour l'Europe l'influence du christianisme qui irrigue à chaque instant la totalité de nos conceptions juridiques, politiques, économiques, culturelles, sociales, de notre langue, de notre art, de nos représentations du monde. Tout cela, le christianisme le modèle et le transforme et le travaille encore aujourd'hui, mais nous refusons de l'affirmer, nous ne voulons surtout pas le reconnaître parce que nous avons peur que cet acte de reconnaissance ne soit en même temps perçu comme une forme de violence. C'est la raison pour laquelle, au cœur de ce débat, par exemple, notre précédent président de la République, le président Jacques Chirac, affirmait la nécessité de reconnaître les racines musulmanes de l'Europe. Il faut aller jusqu'au bout de la logique et affirmer qu'en fait, en réalité, intégrer ceux qui viennent aujourd'hui de partout dans le monde suppose de leur dire que nous devons tout à tous, suppose de révoquer l'idée d'une origine particulière de nos sociétés, d'une origine particulière de nos conceptions du monde. Voilà notre première peur, la peur de la violence, la peur du conflit, la peur de la division, la peur de l'intolérance. La deuxième peur que nous éprouvons, c'est donc, je le disais à l'instant, la peur que nous pouvons ressentir devant la perte potentielle de la liberté que représente le fait de naître à l'intérieur d'une civilisation. Affirmer que nous sommes en effet les héritiers d'une civilisation, c'est nécessairement affirmer que nous y perdons un peu de notre liberté individuelle. Car si cette civilisation a marqué nos conceptions du monde, si elle traverse notre langage, notre façon de nous exprimer, nos représentations politiques, juridiques, nos activités économiques, notre art, nos conceptions esthétiques, si une civilisation a irrigué ce que nous sommes aujourd'hui, alors c'est que nous ne sommes pas complètement les auteurs de notre propre vie. Nous sommes d'une façon déjà déterminée. Nous sommes d'une certaine façon déjà enfermés, piégés par le prisme de cette civilisation qui pèse sur nous. Au nom de quoi faudrait-il obliger les générations qui nous suivent à se laisser biaiser à leur tour, enfermés, piégés, déterminés par une civilisation particulière? Il faut que demain ils puissent choisir la culture qu'ils voudront, la civilisation qu'ils voudront, la religion qu'ils voudront, les manières de vivre qu'ils auront choisies. Et c'est la raison pour laquelle nous nous refusons à transmettre. La crise contemporaine est, je le crois, de manière très profonde, une crise de la transmission. Prenez tous les lieux de la société que vous voudrez, toutes les facettes de la vie en société que vous choisirez. Prenez tous les lieux dans la société où se vit ordinairement l'expérience d'une transmission et vous verrez déconstruite ce lien entre les générations. Vous verrez défait cette relation entre l'adulte et l'enfant au nom de la liberté de l'enfant qui suppose que l'adulte s'efface dans son désir de transmettre l'héritage qu'il a lui-même reçu.
Prenez par exemple le phénomène religieux et considérons-le d'un pur point de vue sociologique, d'un pur point de vue objectif. La crise qui caractérise aujourd'hui les grandes religions occidentales, la crise qui traverse en particulier le christianisme et en France singulièrement la religion catholique, est d'abord une crise de la transmission. Pendant des siècles, dans ce qu'on pourrait appeler les sociétés traditionnelles, eh bien, la question de la transmission ne se posait même pas. On était catholique, on pensait que la religion catholique était vraie, on faisait baptiser ses enfants dès la naissance, parce que c'était comme une sorte de réflexe, une façon de leur transmettre ce qu'on avait toujours cru le plus juste, le plus vrai et le plus nécessaire à leur salut éternel. Cette transmission a donc été pendant des siècles un acte presque réflexif, presque instinctif. Et bien d'un seul coup, dans les sociétés occidentales, les adultes se sont mis à penser qu'il était mauvais de transmettre à un enfant ce que l'on avait soi-même reçu. On était catholique, bien sûr, mais de quel droit allait-on obliger son enfant à être catholique à son tour? Il faudrait qu'il choisisse par lui-même, qu'il se détermine par lui-même. C'est une immense générosité qui est à l'origine de cette rupture de la transmission, qui n'est pas un échec, qui n'est pas un accident, qui n'est pas, comme on le dit trop souvent, quelque chose qui, comme une forme de fatalité ou de malédiction, viendrait interrompre le rapport entre les générations. Mais c'est d'abord notre propre projet qui nous a fait déconstruire la transmission. Et c'est notre propre désir de laisser libre les civilisations, les générations qui nous suivent, qui nous a fait déconstruire pièce par pièce cet héritage culturel, intellectuel, spirituel, linguistique qu'on appelle une civilisation. Nous avons regardé tous les éléments de cet héritage comme des éléments d'enfermement. Et la religion mérite d'être citée parmi eux, car quand on tente d'un pur point de vue anthropologique et ethnologique de définir ce qu'est une civilisation, on trouve souvent au cœur de ce qu'on appelle une civilisation ce réacteur nucléaire qui s'appelle la religion. L'itinéraire des civilisations est lié à celui des religions, et la crise d'une religion est toujours le symptôme d'une crise de la civilisation, indépendamment d'ailleurs de la nature même de cette religion. Dans toutes les sociétés du monde, et toutes les civilisations qui se sont écroulées avant la nôtre, nous le voyons, nous pouvons en voir à chaque fois une confirmation, toutes ces civilisations ont été liées dans leur croissance, dans leur floraison, dans leur maturité et dans leur écroulement à la vie et au cycle d'une religion qui les accompagnait. Eh bien, il se passe exactement ce phénomène surprenant dans l'histoire des sociétés occidentales, ce phénomène surprenant d'un pur point de vue anthropologique, que subitement, des générations d'adultes se sont interdites de transmettre à ceux qui les suivaient ce qu'ils avaient eux-mêmes reçu. Au nom de la liberté des enfants, il ne faut pas leur imposer une manière de vivre, une manière de voir, une manière de penser, une manière de se comporter. Il ne faut pas leur imposer donc tout ce qu'on appelle les éléments constitutifs d'une civilisation. Le relativisme occidental est peut-être d'une certaine façon le symptôme intellectuel et rationnel de cette crise de civilisation, de cette crise de la transmission que nous sommes en train de traverser. Il n'y a pas une vérité, voilà ce que nous sommes communément prêts à affirmer. Il n'y a pas une vérité, chacun a sa vérité. Chacun doit pouvoir penser ce qu'il veut, chacun doit pouvoir posséder sa propre vérité. Ce relativisme, nous en faisons l'expérience, j'allais dire de manière très concrète et presque régulière, comme professeur de philosophie. Car quand vous enseignez la philosophie, comme la philosophie consiste à chercher la vérité dans sa définition ancestrale, quand vous enseignez la philosophie, vous commencez forcément votre travail par une réflexion sur la vérité. Et vous demandez à vos élèves, et j'ai fait cette expérience aujourd'hui plusieurs dizaines de fois, je pense, avec des élèves ou bien en conférence, quand vous demandez à des élèves de lycée ce qu'est la vérité, quand vous demandez à des élèves de lycée, à des jeunes de 17 ans en France, comment ils définiraient la vérité, toujours et systématiquement, quelqu'un commence par répondre que la vérité dépend des gens, que chacun a sa vérité, que la vérité c'est une question de point de vue. Voilà, dans ce relativisme actuel, quelque chose qui est aussi fort, aussi prégnant, aussi répandu que l'air que nous respirons, quelque chose qui est largement partagé par les consciences occidentales et qui est, d'une certaine façon, le symptôme intellectuel de la crise de la transmission. Chacun doit avoir sa vérité. Chacun doit se sentir libre de construire par lui-même ses propres convictions. Chacun doit être entièrement libre de ses avis, de ses opinions, de sa façon de voir le monde et de s'orienter en lui.
Nous avons peur de l'idée d'aimer notre propre civilisation, de recevoir d'elle un patrimoine, un héritage, une façon de voir le monde, parce que cela nous paraît être le signe de notre enfermement, de notre aliénation. Cela nous paraît être le signe du fait que nous sommes déterminés par une culture particulière et donc empêchés par là d'être les auteurs de notre propre vie. La liberté moderne se trouve tout entière définie par ce que Descartes appelait la liberté d'indétermination, la liberté d'indifférence, le fait de ne pas être déterminé. Être libre, et là aussi les élèves le répètent sans cesse, avec une forme d'unanimité qui trahit toujours très bien ce qu'on appelle l'opinion commune. Être libre, ça veut dire, pour nous, modernes, avoir le choix. Être libre, c'est avoir le choix. Être libre, c'est avoir devant soi une variété d'options disponibles. Et si possible, la plus grande variété d'options disponibles. Nous voulons vivre notre existence comme des individus consommateurs qui rentrent dans un supermarché et pouvoir choisir notre existence comme on choisit des produits, pouvoir choisir avec une forme de liberté absolue et avec le plus grand choix possible, sans être influencé en rien, sans être déterminé par rien. Et de ce point de vue-là, se défaire d'un héritage, se libérer d'un certain nombre de préjugés, se distancier d'avec une civilisation particulière, c'est la meilleure façon d'affirmer notre indétermination, d'affirmer notre indifférence. Et c'est mon dernier point. Derrière l'idée de civilisation, nous angoisse terriblement l'idée de la différence. L'idée de la différence est peut-être au cœur du débat contemporain. Jamais nous n'avons autant parlé de respecter les différences et jamais elles ne nous ont fait aussi peur. Ceci est paradoxal car je suis d'une génération qui en France a grandi, comme certains d'entre vous, dans l'incantation permanente du respect des différences. Il faut respecter toutes les différences car toutes les différences sont respectables. Il faut être tolérant. Là encore, cette grande vertu du respect des différences. Mais notez-le avec moi, la tolérance ne consiste pas à respecter les différences, mais à devenir indifférent aux différences, à faire comme si elles n'existaient pas. Être tolérant, c'est faire comme si la différence n'existait pas. Tolérer veut dire, étymologiquement, supporter. C'est-à-dire, en fait, faire comme si il n'y avait entre nous aucune différence. Quelles que soient vos origines, quelle que soit la langue que vous parlez, la religion que vous pratiquez, quelle que soit la façon dont vous avez décidé de vivre, je vais me montrer tolérant. Je fais comme si j'étais aveugle à tout ce par quoi vous êtes singulier, à tout ce par quoi vous êtes différent de moi. La tolérance est l'autre nom de notre peur de la différence. L'idée que nous serions, par exemple, les héritiers d'une civilisation particulière, d'une civilisation singulière, voilà quelque chose qui nous révolte, voilà quelque chose qui nous hérisse, voilà ce dont nous voulons nous défaire. Nous sommes au fond, nous les modernes, nous sommes tous de bons cartésiens. Nous aimons l'universalité, nous voulons l'homme universel et nous voulons aimer l'homme universel. Nous ne voulons pas aimer notre pays, nous ne voulons pas aimer nos voisins, nous ne voulons pas aimer nos proches, nous ne voulons pas aimer notre peuple, notre langue, notre culture. Nous voulons, comme le disait la maxime célèbre de Kant, nous voulons aimer l'humanité. Au fond, en fait, la crise contemporaine est tout entière une forme de distanciation d'avec la sagesse sous le commandement de l'Évangile pour adopter la sagesse sous le commandement des Lumières. Le Christ dit « aime ton prochain, celui qui est tout proche de toi ». Les Lumières nous disent « aime l'humanité, aime l'universalité dans l'homme ». Nous avons peur de la différence et vous le comprenez bien parce que la différence nous apparaît comme une formidable aliénation, comme un enfermement, je le disais à l'instant. Pour nous, être libre, c'est être indéterminé. Être libre, c'est vaincre toutes les différences qui s'imposent à nous, qu'elles viennent de la nature ou qu'elles viennent de la culture. Les deux sont d'ailleurs parfaitement liés. Arrêtons-nous sur un simple exemple. En France, aujourd'hui, nous entretenons un débat très vif autour de la question des études de genre. Les études de genre sont nées dans le monde anglo-saxon comme une sorte de conséquence lointaine de l'existentialisme français et de ce qu'on appelle aux États-Unis la French Theory, c'est-à-dire tout le travail français, le travail des philosophes français autour de l'idée de déconstruction. Les études de genre se fondent sur une idée fondamentale. Il n'y a pas de différence naturelle entre les hommes et les femmes. L'idée qu'il y aurait une différence de nature entre les hommes et les femmes est une idée scandaleuse qui ne sert jamais qu'à reproduire des inégalités et donc à restituer toujours dans l'avenir les injustices
que le passé nous dévoile sans cesse. Il n'y a pas de différence de nature entre les hommes et les femmes. La différence entre les hommes et les femmes n'est qu'une production culturelle qui sert à l'intérieur de la civilisation occidentale à reproduire l'aliénation des femmes par les hommes. Il faut donc déconstruire cette différence, la défaire. Et c'est la tâche à laquelle est attelée aujourd'hui l'université française et la tâche à laquelle s'attelle de plus en plus l'école de la République. Déconstruire les stéréotypes sexués. Déconstruire tout ce qui nous apparaît comme des différences de nature comme étant autant de stéréotypes que nous héritons d'une civilisation particulière. Ainsi, croyons-nous, nous allons parvenir à une forme de liberté absolue. Liberté de choisir par soi-même son propre genre. Car voilà ce qui révolte le plus l'individu contemporain. Je n'ai pas choisi mon sexe. Mon corps, indiscutablement, est marqué par une détermination organique. Je suis né avec un corps masculin ou avec un corps féminin. Mais cela, je ne l'ai pas choisi. Je n'ai pas été consulté sur ce point. On ne m'a pas demandé mon avis. Je reçois de la nature ce corps sexué qui s'impose à moi sans que j'aie pu en décider. Et ce qui révolte les individus modernes que nous sommes, c'est cette privation de liberté que constitue à nos yeux la différence sexuée. Pour pouvoir nous en défaire, il faut donc affirmer que cette différence n'a en fait aucune importance. Et que vous pouvez bien être né avec un corps masculin, rien ne vous empêche de vous décréter appartenir au genre féminin. Vous pouvez être né avec un corps féminin et vous décréter appartenir au genre masculin. Ou même vous pouvez choisir d'être indifférencié, intersexe, indéterminé. Si vous vous inscrivez sur Facebook aujourd'hui, vous avez le choix par exemple de choisir votre genre. Et vous pourrez constater que le choix n'est pas binaire. Vous n'avez plus le choix qu'entre masculin et féminin. Vous pouvez choisir une variété de choix, parmi lesquels celui de rester neutre, gender neutral, celui de n'appartenir à aucune espèce de détermination. Ce qui m'intéresse ici, vous voyez, au-delà de toutes les polémiques qui ne sont pas fondamentalement le cœur de notre interrogation du moment, mais ce qui m'intéresse ici, c'est le regard que nous portons sur la différence comme une forme d'aliénation, et le regard que nous portons sur la différence comme devant être déconstruite, à la fois dans sa dimension naturelle et aussi dans sa dimension culturelle, les deux étant reliés par un seul et même terme, le mot de civilisation. La civilisation, c'est cet héritage culturel qui construit des différences, et des différences qu'il nous faut aujourd'hui déconstruire si nous voulons affirmer entre nous une véritable liberté et entre nous une véritable égalité. Si nous voulons être vraiment libres, si nous voulons vraiment être égaux, si nous voulons vraiment être nouveaux, si nous voulons vraiment apprendre à nous respecter les uns les autres, à être vraiment tolérants, il faut déconstruire cet héritage de la civilisation, le défaire, le soumettre à la critique pour pouvoir, en le mettant en crise, retrouver notre propre liberté, recommencer notre vie à zéro. Voilà en quelque sorte l'accomplissement de ce projet d'une liberté d'indifférence, d'une liberté d'indétermination absolue. Nous avons terriblement peur de la différence. Elle nous apparaît toujours, quand elle est affirmée, comme l'affirmation d'une inégalité et donc aussi en même temps comme l'affirmation d'une injustice. Prenez toutes les différences que vous voudrez, la société occidentale les rejette. La société occidentale est angoissée par elle. La différence entre l'adulte et l'enfant, la différence entre le patron et le salarié, la différence entre l'homme de pouvoir et celui qui n'y est pas. Toutes les différences nous apparaissent comme autant d'injustices. Et même les différences qui pourraient paraître le plus évidentes ne le sont pas. Même elles demandent à être déconstruites. La prochaine vague, en effet, dans la déconstruction de l'œuvre civilisatrice, c'est la philosophie qui nous la présente aujourd'hui dans ses recherches les plus récentes. Elle s'appelle l'antispécisme. Elle tente de déconstruire l'idée qu'il y ait une différence entre l'homme et l'animal. Affirmer qu'il y a une différence entre l'homme et l'animal, nous disent en effet les partisans de l'antispécisme, affirmer qu'il y a une différence entre l'homme et l'animal, c'est produire entre l'homme et l'animal une inégalité scandaleuse. Cette affirmation ne sert jamais qu'aux hommes pour légitimer de manière indue leur propre tyrannie à l'égard des animaux. Mais ne riez pas, c'est très sérieux. C'est très sérieux. En France, par exemple, le Code civil vient d'être modifié pour que le statut de l'animal y soit transformé. L'animal n'est plus, au terme du Code civil, comme il était auparavant un bien meuble,
ce que nous percevions comme une insulte à l'égard de l'animal, il est désormais défini par le Code civil comme un être vivant doué de sensibilité. Et que sommes-nous, nous les hommes, des êtres vivants doués de sensibilité. CQFD. En fait, nous sommes au tout début de ce nouveau débat, mais il ne m'intéresse là encore que pour le symptôme qu'il présente à nos yeux. La différence est toujours le prétexte à une forme d'injustice. Et si nous voulons déconstruire cette injustice, il faut en même temps déconstruire les différences, c'est-à-dire déconstruire la civilisation. Car la civilisation est ce dans quoi se produisent ces discours qui produisent et qui sécrètent et qui construisent des différences. La civilisation, la culture, la langue, la religion, les pratiques politiques, juridiques que nous avions jusque-là, dont nous avions jusque-là hérité et que nous avions jusque-là adopté, tout cela doit maintenant être défait, tout cela doit être déconstruit si nous voulons retrouver la trace d'une vie vraiment libre, si nous voulons retrouver la trace d'une paix les uns avec les autres, si nous voulons enfin en finir avec ces différences qui sont autant de déterminations qui nous écartent les uns des autres et qui nous privent de notre propre liberté. Voilà fondamentalement, je crois, la clé de cette crise de transmission que nous vivons aujourd'hui, de cette crise très profonde de la civilisation, de cette crise de nos civilisations. Sommes-nous à la fin de la civilisation occidentale? Vivons-nous la fin de notre civilisation? À cette question, je vous le disais tout à l'heure, je serais bien incapable de répondre et je m'excuse encore de ne pas pouvoir y répondre. Je ne suis pas prophète et je ne suis pas devin et je ne sais pas ce qu'il en sera de l'avenir. Mais arrêtons-nous simplement sur ce qui, je crois, peut nous servir à réouvrir aujourd'hui des pistes qui puissent nous réconcilier avec notre propre civilisation, avec le fait même de la civilisation et même, pourrait-on dire, avec la nécessité de la civilisation. Tentons de réouvrir quelques pistes, car je crois cette réconciliation urgente. Si nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins, si nous sommes aujourd'hui à la bifurcation, eh bien c'est précisément maintenant qu'il nous faut entreprendre une réflexion littéralement décisive. La crise, comme vous le savez, en grec, désigne d'abord, dans son origine étymologique, le temps de la décision. Crisis, c'est le moment de faire un choix. Et si nos sociétés occidentales sont en crise et dans une crise très profonde, c'est peut-être d'abord parce que nous sommes au moment du choix, à la croisée des chemins, à ce point critique où il faut aller d'un côté ou de l'autre, considérer d'une façon ou d'une autre notre propre mission dans le monde qui vient, notre propre travail et notamment vis-à-vis de cet héritage que nous recevons, notre propre responsabilité. À ce point de bifurcation, la réflexion me semble urgente. Et je voudrais donc proposer quelques éléments de réflexion avant d'ouvrir le débat avec vous. Le premier élément de réflexion que je tentais de développer également hier est celui que j'ai tenté de déployer dans ce petit livre « Les déshérités » qui me vaut votre invitation ce soir, à partir de la question de l'éducation. Ce premier élément de réflexion porte au fond sur une nécessité anthropologique très profonde et très essentielle, qui n'appartient à aucune culture, mais qui marque de manière continue et universelle la nécessité de ce que nous appelons la culture, la nécessité même du fait culturel. Car l'homme est, pourrait-on dire, par nature, un être de culture. Nous portons aujourd'hui, prenons ce simple exemple, nous portons aujourd'hui, à la suite de tout le XXe siècle, un regard extrêmement négatif sur le langage. Et le langage, vous voyez, nous sommes ici au cœur d'un fait de civilisation, car le langage est, d'une certaine façon, la structure même de toute civilisation. Qu'est-ce qui caractérise une civilisation? Dans cette définition si difficile qu'il faut donner de ce terme, eh bien c'est, je le disais tout à l'heure, à bien des égards une religion, mais c'est aussi un certain nombre de pratiques de pouvoir, une forme d'organisation du monde humain, et c'est aussi, enfin, comme une sorte de structure indispensable à tout cela, un langage, des pratiques langagières, un vocabulaire. Nous portons sur le langage, une forme de regard très critique et très négatif. Le regard nous apparaît en effet comme cette production culturelle particulière à cause de laquelle notre regard se trouve biaisé, enfermé et déterminé par avance. Nous regardons les langues comme le dépôt, comme dépositaire de toute cette différenciation, de toutes ces déterminations que les civilisations ont fait venir jusqu'à nous et la nôtre en particulier. Reprenez la question du genre, par exemple.
Si vous voulez déconstruire les stéréotypes de genre, si vous voulez déconstruire l'idée qu'il y a une différence entre l'homme et la femme, il faut commencer par vous attaquer au langage. Car le langage est rempli de ces distinctions entre le féminin et le masculin. Ça n'est pas pour rien d'ailleurs si les gender studies ont pris comme mot clé de leur travail, dans leur volonté de déconstruction, un mot appartenant à la grammaire. Le terme de genre est en effet un terme grammatical. Et ce qu'il importe de déconstruire, c'est le genre comme régime grammatical. Le projet des études de genre ne sera accompli que quand nous aurons cessé de conjuguer les verbes au masculin et au féminin, que quand nous aurons cessé d'utiliser pour décrire les mots que nous employons, pour décrire les réalités que nous désignons par ces mots, le masculin et le féminin. Les études de genre veulent déconstruire la civilisation, en ce sens qu'elles veulent déconstruire, en tous les cas, notre civilisation singulière, en ce sens qu'elles veulent déconstruire ce qui, dans notre civilisation, est saturé de cette distinction entre l'homme et la femme, c'est-à-dire le langage lui-même. Nous ne serons arrivés au bout de ce projet que quand nous aurons cessé de parler le langage que nous avons reçu de cette civilisation qui, depuis l'origine, distingue le masculin et le féminin. Voilà d'une certaine façon pourquoi nous regardons la langue comme un piège intellectuel. Roland Barthes, je le citais brièvement hier, Roland Barthes, professeur de littérature au Collège de France, affirmait dans son cours inaugural que la langue est fasciste. Pourquoi les langues sont-elles fascistes ? Parce que d'abord, les langues se sont imposées à vous. Vous n'avez pas choisi votre propre langue. Vous avez reçu une langue qui vous a été d'une certaine façon infligée par le choix arbitraire de vos parents. Vos parents ont fait venir jusqu'à vous une langue que vous n'avez pas vous-même choisi d'adopter. Il y avait dans le monde une pluralité de langues, mais voilà, on vous a imposé celle-là. Et par l'arbitraire de vos parents, elle est devenue votre langue maternelle. Et vous avez donc commencé à parler cette langue. Et pour la parler, vous avez dû bien la parler. Car dans toute langue, il y a des règles. Il y a des choses qui se disent et des choses qui ne se disent pas. Vous avez appris à bien parler cette langue. Et parfois, vous avez été repris, et même sévèrement repris, parce que vous aviez dit des choses qui ne se disent pas. On a donc fait peser sur vous cette coercition de la langue. Et puis ensuite, vous avez été à l'école. Et là, comble du traumatisme, vous avez dû faire des dictées. Et quand vous avez fait des dictées, vous avez vécu directement cette expérience que la langue impose à votre pensée, que la langue impose à votre écriture, une infinité de petites règles d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, de vocabulaire, de règles complètement arbitraires et parfaitement contingentes, mais de règles qui malgré tout s'imposent à vous et qui descendent vers vous dans leur contingence absurde. À chaque fois que vous parlez, à chaque fois que vous pensez, depuis que vous avez commencé à penser, votre pensée, la moindre de vos idées, la plus personnelle de vos intuitions, la plus intime de vos émotions, vous êtes obligé de la plier à cette discipline de la langue, à ces règles que votre langue fait peser sur vous. À chaque fois que vous formulez une pensée en vous-même, votre langue s'impose à vous et elle impose à votre intuition cette infinité de commandements arbitraires et contingents. La langue saisit tout ce que vous pensez, tout ce que vous êtes, tout ce que vous vivez. Elle est donc totalitaire, elle est fasciste. De telle sorte, dit Roland Barthes, qu'il ne peut y avoir de liberté qu'en dehors de la langue. Voilà précisément le signe de cette méfiance que nous éprouvons à l'égard de la civilisation, à l'égard de notre propre civilisation, mais à l'égard de toute civilisation. En ce sens que la civilisation nous semble caractériser le fait que nous sommes marqués par principe, et dès le début de notre existence consciente, par cet héritage particulier qui s'impose à nous et qui nous détermine d'une façon singulière. Mais précisément, je crois, regarder avec soupçon notre propre civilisation, c'est oublier la nécessité essentielle de la culture dans nos vies, du fait culturel lui-même. Bien sûr, vous auriez pu, quand vous étiez petit, apprendre une autre langue. Bien sûr, vous auriez pu, quand vous étiez petit, choisir une autre façon de vivre votre propre pensée. Vous auriez pu recevoir une autre civilisation, un autre héritage de civilisation. Mais si vous n'aviez reçu aucune langue, si vous n'étiez né dans aucune culture, si vous n'aviez grandi dans aucune civilisation, vous n'auriez jamais pu accomplir les facultés les plus naturelles qui sont en vous. Si vous n'aviez pas reçu un vocabulaire particulier, déterminé et contingent, jamais vous n'auriez pu construire votre propre pensée. Et jamais votre pensée n'aurait pu accéder à sa dimension
universel. C'est là le propre de notre humanité, que nous soyons capables d'entrer en contact avec ce que l'homme a d'universel. Hier soir, par exemple, la conférence était traduite en russe. Ici, peut-être certains d'entre vous sont russes de langue maternelle. Eh bien, malgré tout, par notre capacité à parler, à articuler nos langages, nous arrivons à nous parler tous ensemble, à dépasser les frontières des cultures, à passer au-dessus des barrières de civilisation, pour entretenir avec tous les hommes un dialogue universel. Nous pouvons, c'est vrai, aimer l'humanité dans son universalité, mais nous ne pouvons jamais accéder à l'universalité de l'humanité dans les autres et en nous-mêmes que par le chemin d'une culture particulière, d'une culture singulière, d'une culture parmi d'autres. Nous avons besoin de cette médiation du particulier pour aller vers l'universel. L'homme, pourrait-on dire, est par nature, en ce sens, un être de culture. L'homme est par nature un être en attente de civilisation. L'homme est par nature un être qui a besoin d'une culture pour faire grandir en lui ce qu'il y a de plus essentiel, ce qu'il y a de plus universel, ce qu'il y a d'authentiquement humain. Nous ne sommes jamais complètement humains sans la culture. Oh, bien sûr, il ne faut pas idolâtrer la culture. Il ne faut pas idolâtrer les civilisations. Aucune culture n'est indemne de fragilité. Aucune culture n'empêche les hommes d'être parfois inhumains. L'homme le plus cultivé du monde, nous le savons bien, est capable de faire le mal, est capable d'être méchant et mauvais. Et les peuples les plus cultivés du monde, les plus civilisés du monde, sont capables d'être mauvais, pervers et violents, et même parfois d'être barbares, avec la barbarie redoublée que donne à ces peuples la connaissance technique et la culture qu'ils possèdent. L'homme le plus cultivé du monde sait parfois être inhumain, et le peuple le plus civilisé du monde sait parfois être inhumain. La culture, donc, n'empêche pas l'homme d'être inhumain. Mais ce qui est certain, c'est que l'inculture empêche les hommes d'être complètement et authentiquement humains. Et c'est peut-être exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous avons besoin, je le disais à l'instant, de la médiation du particulier pour aller vers l'universel. Prenez encore une fois l'exemple de la langue. Peut-être certains d'entre vous, encore une fois, sont-ils russes de langue maternelle. Mais vous ne comprendriez pas le français aujourd'hui si vous n'aviez pas d'abord parlé le russe. Si vous n'aviez reçu aucun langage, nous ne pourrions pas entrer en relation ensemble. Vous avez appris le russe dans votre naissance et dans votre jeunesse. Et maintenant, vous avez appris le français parce que vous connaissiez bien le russe. Pour bien apprendre une langue étrangère, il faut déjà bien connaître sa propre langue. Le principal obstacle concret, matériel, le principal obstacle à l'apprentissage des langues étrangères en France, dans notre pays, c'est le défaut de maîtrise que les jeunes Français ont de leur propre langue maternelle. Mes collègues de langue vivante le disent sans arrêt. Le problème qu'ils rencontrent jour après jour dans leur classe, c'est que quand vos élèves ne connaissent pas bien la grammaire française, comment allez-vous leur apprendre la grammaire anglaise ou allemande ou espagnole ou russe ? Quand vos élèves ont peu de vocabulaire dans leur propre langue maternelle, comment allez-vous leur apprendre du vocabulaire d'une autre langue étrangère ? Nous avons besoin de bien connaître notre propre culture pour aller vers la culture des autres. La condition pour avancer vers l'universel, la condition pour aller vers l'autre, c'est d'abord de se connaître soi-même. La condition pour aller vers l'autre, c'est d'abord de reconnaître d'où l'on vient et de savoir se reconnaître dans l'héritage que l'on reçoit. Car nous avons tous eu besoin d'une culture pour nous connaître nous-mêmes, pour nous reconnaître nous-mêmes. On peut exprimer l'intuition de Roland Barthes dans un sens exactement inverse. La moindre de vos idées, la plus personnelle de vos intuitions, la plus intime de vos émotions, vous avez besoin de votre langue pour pouvoir la reconnaître. Vous avez besoin de votre langue pour pouvoir la nommer. Vous avez besoin de votre langue pour vivre une vie spirituelle qui soit vraiment la vôtre, une vie intellectuelle qui soit vraiment la vôtre, une vie affective qui soit vraiment singulière. Car c'est là fondamentalement l'aventure de la liberté. Non pas être indéterminé, mais devenir vraiment soi-même. Non pas être indifférent, mais devenir vraiment singulier. Non pas avoir le choix et rentrer dans nos vies comme des consommateurs de supermarchés qui veulent toujours avoir devant eux la plus vaste palette d'options disponibles. Non pas avoir le choix, mais faire de vrais choix et des choix qui soient vraiment les vôtres. Voilà ce qu'est être libre, devenir vraiment soi-même. Et pour cela, nous avons besoin d'une culture. Pour construire une pensée qui soit vraiment la vôtre, vous avez eu besoin des mots de votre culture. Pour construire une civilisation, une réflexion qui soit vraiment la vôtre, vous avez eu besoin de l'héritage de votre propre civilisation.
Et c'est là précisément la nécessité fondamentale de cet acte de reconnaissance que nous avons à faire et auquel je voudrais venir juste après. Mais achevons simplement sur ce point. Il n'y a pas d'accession à l'universel sans la médiation du particulier. Il n'y a pas d'humanité vraiment accomplie sans la médiation d'une culture singulière. C'est là précisément ce que nous pouvons reconnaître de plus décisif. Si nous voulons aller vers l'autre, il faut d'abord commencer par connaître ce que l'on est, par maîtriser son propre langage, sa propre connaissance du monde, sa propre vision du monde. Et alors la rencontre avec l'autre devient promesse d'un enrichissement mutuel. Alors nous reconnaissons que nous avons des choses à nous apporter les uns aux autres. Précisément parce que nous sommes différents, nous avons beaucoup à nous apporter. Comme la tolérance est une vertu faible, je viens de me promener pendant 2 jours dans votre ville merveilleuse. Heureusement que je ne suis pas resté à l'égard de cette distance que votre ville représente pour moi. Heureusement que je ne suis pas resté simplement tolérant. Je n'ai pas regardé vos églises, vos places, votre architecture, votre art simplement avec une forme de tolérance passive, en me disant que je supportais la différence qu'il y avait entre nous, que j'avais choisi de m'en accommoder. Au contraire, cette différence a été pour moi l'occasion d'un émerveillement de chaque instant. Et je le dis sans aucune espèce de flagornerie. Cette différence constante que nous voyons entre la Russie et la France, entre nos 2 cultures, entre nos civilisations, entre l'Orient et l'Occident, cette différence est pour nous la promesse d'un enrichissement fabuleux, d'un enrichissement fascinant. Reprenez l'exemple de la langue que j'évoquais à l'instant. Nos vocabulaires sont différents, c'est certain. Nos vocabulaires précisément sont limités, fragiles. Nos vocabulaires sont toujours trop pauvres pour réussir à dire vraiment ce que nous voudrions pouvoir exprimer. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement décisif de rencontrer, quand on se connaît bien soi-même, de rencontrer une autre culture. C'est la raison pour laquelle il est tellement décisif de rencontrer, quand on a déjà une bonne maîtrise de sa propre langue, une autre langue, un autre vocabulaire, une autre manière de dire le monde et de décrire le monde autour de nous. De décrire, non pas simplement d'ailleurs, le monde extérieur, mais sans doute ce qu'il y a de plus important encore, de dire le monde intérieur. Voilà la raison pour laquelle nous avons tellement besoin de rencontrer l'autre. C'est parce que nous sommes différents que nous pouvons nous émerveiller de ce que nous avons à recevoir les uns des autres. La différence en ce sens, nous ne devons surtout pas la vivre sur le mode faible et fragile et pauvre et si pauvre de la tolérance passive. La différence, au contraire, doit être pour nous non pas quelque chose qu'il s'agit de supporter, mais quelque chose de passionnant qu'il s'agit d'explorer à fond. Et pour pouvoir l'explorer à fond, encore une fois, j'espère avoir pu le montrer très brièvement ce soir, il faut déjà savoir qui l'on est. Pour pouvoir comprendre la différence, il faut savoir en quoi il y a une différence. Quand on ne connaît pas sa propre culture, comment peut-on comprendre qu'une autre culture est différente ? Comment peut-on s'émerveiller de ce que la différence d'une autre civilisation a à nous apporter ? Quand on ne sait pas qui l'on est, comment savoir vers qui aller ? Voilà, je crois, exactement l'erreur dans laquelle nos sociétés occidentales se trouvent piégées aujourd'hui. Nous avons cru que la tolérance, nous avons cru que l'oubli des différences, nous avons cru que l'universalité immédiatement conquise sans médiation, était la promesse du monde à venir, la promesse d'une paix globale, la promesse d'une liberté complète. En réalité, c'est le contraire qui se produit. Dans l'effondrement des civilisations, nous ne voyons ressurgir que la standardisation des comportements stéréotypés, nous ne voyons ressurgir que l'aliénation absolue qui naît de ce qu'on appelle la culture de masse, qui n'est rien d'autre que la massification de l'inculture. Et dans l'effondrement des civilisations, dans la violence qu'a été à l'égard des civilisations dans leur singularité, une forme de mondialisation agressive, oppressante, uniformisatrice, dans cet effondrement de la différence des civilisations et de la connaissance intime de ces civilisations, nous voyons ressurgir le danger de la violence, le spectre de la violence, le spectre de la barbarie. Je n'ai pas peur, je le disais dans ce petit livre, je n'ai absolument pas peur du choc des cultures, comme le décrivait Samuel Huntington. Ce qui fait peur, fondamentalement, ce qui, je crois, devrait nous faire peur, c'est d'abord le choc des incultures. Car c'est quand vous ne savez pas qui vous êtes que vous êtes agressif avec l'autre. C'est quand vous ne savez pas qui vous êtes que vous ne vous défendez vis-à-vis de ce qui vous apparaît comme une distance que par le moyen de la violence. C'est quand vous n'avez plus de mots pour vous exprimer que vous entrez en relation avec l'autre par le moyen de la force physique. Nous avons
tout à gagner à vivre dans un monde où la pluralité des civilisations serait vécue de manière profonde, intense, complète par ceux qui en sont les héritiers. Nous avons tout à gagner, nous par exemple les Occidentaux, nous avons tout à gagner à vivre en paix avec un monde oriental qui serait le dépositaire heureux, fier et reconnaissant de sa propre civilisation. Et le monde oriental a tout à gagner de vivre aux côtés d'un monde occidental qui serait lui aussi le dépositaire heureux, fier et réconcilié de sa propre civilisation. Nous n'avons rien à craindre du choc des cultures, car la rencontre des cultures est toujours l'occasion d'un émerveillement. C'est le cas, par exemple, je ne sais pas, prenons la question de l'islam dont je parlais à l'instant. C'est exactement le cas avec l'islam. Dans l'histoire des relations entre le christianisme et l'islam, il y a effectivement de grands moments de violence, de guerre, de conflits meurtriers. Mais il y a aussi, et dans les moments de civilisation et de culture les plus accomplis, des occasions d'émerveillement, d'enrichissement mutuel. Nous le savons très bien, c'est autour de la culture, c'est autour de la civilisation que se sont nouées les relations les plus paisibles et les plus pacifiques. Et nous avons gardé du XIe, du XIIe, du XIIIe, du XIVe siècle des textes merveilleux de théologiens et de philosophes, occidentaux et orientaux, arabes et européens, s'émerveillant, s'interrogeant, discutant même, au sens médiéval du terme, de la diversité de leurs croyances, de la différence de leur religion. C'est seulement dans l'inculture et dans la méconnaissance de sa propre histoire, de sa propre origine, de son propre héritage de civilisation, que l'on ne se trouve ouvert qu'à la violence dans la rencontre avec l'autre. Il faudrait que nous soyons capables fondamentalement de nous réconcilier avec le particulier, de nous réconcilier avec la différence, de nous réconcilier avec ce qu'il y a de toujours singulier et de toujours différent dans nos propres civilisations. Il y aurait une double erreur, encore une fois, dans laquelle ne pas tomber. La première erreur, c'est peut-être celle que j'évoquais à l'instant, au début de mon propos. Cette erreur qui consisterait à croire qu'il y a une seule civilisation, la nôtre, et qu'elle est meilleure que toutes les autres, qu'elle est la seule forme de civilisation. L'erreur d'un ethnocentrisme trop facile et trop superficiel, qui consisterait à penser qu'une civilisation doit être révérée comme étant supérieure aux autres. Ce serait une première erreur, c'est vrai. Mais il y a une autre forme d'erreur. Celle qui consiste à affirmer que toutes les civilisations sont pour nous exactement identiques. Que la différence entre les civilisations doit être déconstruite et que les civilisations à terme doivent être déconstruites. Nous le voyons très bien, encore une fois, cette erreur, c'est celle que subit aujourd'hui la modernité contemporaine, ou plus exactement la post-modernité que nous sommes en train de traverser, c'est-à-dire l'épuisement de notre modernité critique. Le relativisme culturel est une erreur autant que l'affirmation d'une suprématie de civilisation quelle qu'elle soit. Peut-être la voie à retrouver est-elle entre les deux, dans ce juste milieu qu'Aristote décrivait comme la vertu, qui n'est pas du tout d'ailleurs une sorte de compromis entre deux espèces de mots, mais la négation absolue de tous les mots, le contraire de ces deux extrêmes qui finalement se rejoignent, en ce sens que tous les deux, ils produisent toujours le même résultat, la violence et l'aliénation. La vertu se trouverait donc peut-être dans ce juste milieu, dans cette voie étroite, qui consiste à se réconcilier chacun d'entre nous avec son propre héritage et à se sentir à son égard infiniment reconnaissant. Dans la même galerie Tretiakov, nous sommes passés tout à l'heure devant le portrait de Pouchkine. Et devant ce portrait de Pouchkine, nous avons vu quelque chose d'assez rare dans un musée. Au pied de ce portrait, un bouquet de fleurs, un signe de reconnaissance. Pouchkine, m'a-t-on expliqué, est l'un de ceux qui a le plus contribué à formaliser la langue russe, à lui donner sa perfection actuelle, à la structurer, à la rendre plus claire, plus précise et plus articulée. Pouchkine est celui qui a fait de la langue russe la langue littéraire que nous connaissons. Et il est merveilleux de voir un peuple dire sa reconnaissance à celui qui l'a aidé à mûrir la civilisation qu'il portait en son sein, à mûrir la civilisation qu'il portait en germe. Nous devrions nous sentir, à l'image de ce bouquet de fleurs, nous devrions nous sentir nous aussi reconnaissants à l'égard de notre propre langue, à l'égard de notre héritage, à l'égard de notre civilisation. Être capable de reconnaître d'où nous venons, de reconnaître nos racines et de nous sentir à leur égard reconnaissants, puisque c'est par ces racines qu'est passée pour nous la vie de notre esprit, la vie de notre intelligence, notre liberté vivante et nouvelle. C'est toujours par la médiation d'une culture que l'homme devient vraiment humain. C'est toujours par la médiation d'un héritage singulier que l'homme devient vraiment lui-même. Voilà fondamentalement ce qui doit nous conduire à un acte de reconnaissance. C'est dans cette culture que nous avons reçu, particulière, contingente, limitée, fragile, avec ses pauvretés et ses faiblesses, mais c'est malgré tout dans cette culture que nous avons trouvé le moyen de nous reconnaître nous-mêmes. C'est dans cette culture que nous avons puisé notre propre vie.
Revenons à l'image du jardin par laquelle je commençais, et je conclurai par elle. Une civilisation est peut-être justement comme un jardin. Il y pousse à chaque fois des fruits différents. Les jardins sont toujours, en fonction des lieux où ils sont, des climats qui les traversent, des jardiniers qui les ont travaillés jusque-là, sont toujours à l'occasion d'une floraison à chaque fois singulière et à chaque fois nouvelle, à chaque fois différente et à chaque fois pourtant ouverte vers l'avenir. Une civilisation, précisément, est comme un jardin, et il nous appartient de la cultiver à notre tour, pour qu'elle demeure promesse de vie, promesse de fécondité dans la liberté qu'elle peut promettre aux générations qui viennent. Voilà d'une certaine façon ce dont il faut nous sentir reconnaissants. Il n'y a pas, c'est vrai, une seule espèce de jardin, une seule façon de jardiner. Il n'y a pas non plus une seule manière de récolter les fruits de la civilisation, une seule manière d'envisager cette nécessaire médiation qu'est la culture. Mais il y a nécessairement et de manière universelle l'obligation pour nous de reconnaître cette médiation qu'est la culture et de reconnaître dans notre propre héritage qu'elle a été pour nous puissance de vie et puissance de liberté, de reconnaître donc à notre tour la nécessité de la transmettre, de l'enseigner et de la faire vivre, de continuer à l'entretenir, de continuer à la conserver en bon jardinier, en jardinier soucieux et responsable. Voilà ce qui, je crois, peut être pour nous, à la bifurcation où nous nous trouvons placés, l'occasion d'une prise de conscience nouvelle. Nous avons, je crois profondément, à nous sentir reconnaissants envers notre propre culture. Et de ce point de vue-là, le particulier n'est pas une insulte faite aux autres. Aimer sa propre culture, singulièrement, sa propre civilisation, ça n'est pas mépriser les autres. Nous devrions, comme je le disais hier, nous devrions pouvoir aimer notre propre culture comme nous avons aimé nos parents. Vous avez aimé vos parents d'une manière complètement unique. Vous n'avez pas aimé vos parents comme tous les parents du monde. Vous avez aimé vos parents d'une manière absolument singulière. Ça ne veut pas dire que vous ayez méprisé tous les autres parents du monde. Aimer sa mère, ça n'est pas détester les autres mères. Aimer sa mère, ça n'est pas considérer même que sa mère soit parfaite et absolument sans défaut. Aimer ses parents, ça ne veut pas dire nécessairement affirmer qu'ils sont supérieurs aux autres. Au contraire, plus vous avez aimé vos parents et plus vous avez appris à connaître leurs défauts, leurs limites et leurs fragilités, à en sourire et à en rire, plus vous avez aimé vos parents, plus vous avez connu leurs limites. Et pourtant, vous les avez aimés malgré tout d'une façon singulière, parce que c'est par eux qu'est passée votre propre vie, parce que c'est par eux qu'est passée la culture qui vous donne aujourd'hui votre propre liberté. Et même d'une certaine façon, parce qu'en aimant votre mère, la vôtre, bien à vous, particulière, vous avez ouvert les yeux sur ce mystère universel et merveilleux qui traverse l'expérience humaine et qui s'appelle la maternité. Vous avez appris à aimer toutes les mères du monde en aimant votre propre mère. Et voilà précisément comment on devrait pouvoir aimer sa culture, comment on devrait pouvoir aimer sa propre civilisation. Voilà peut-être ce moment où il nous faut reconnaître à nouveau ce que nous devons à la civilisation qui nous a précédés. Nous pouvons aimer notre civilisation, la nôtre, particulière, singulière, limitée et fragile, c'est vrai, mais féconde malgré tout, envers et contre tout, comme un jardin qu'il nous appartient de cultiver à nouveau pour qu'il porte encore de longs fruits à l'avenir. Je ne sais pas si nous en serons capables, je ne peux donc pas répondre à votre question, mais j'espère au moins que nous en aurons formulé ce soir de manière un peu plus claire les termes les plus essentiels. Merci infiniment pour votre attention. Oui, bonsoir. Merci tout d'abord pour votre très brillante conférence. Excusez mon français. Vous parlez d'un jardin, et je me souviens de la fable de La Fontaine, le laboureur et ses enfants, et l'énigme de la transmission, se mourant parce qu'il n'y a pas de trésor dans le champ, mais c'est en le cultivant qu'ils apprennent à comprendre que la récolte sera meilleure. Et donc ma première question, c'est est-ce qu'il y a vraiment un objet à la transmission? Et la deuxième chose, c'est un mot, enfin une notion avec laquelle vous flirtez beaucoup, la mort. Est-ce que c'est pas dans l'oubli du rapport à la mort quelque chose qu'on a perdu, d'une proximité, de ne plus se savoir mortel? Et sachant que c'est les cultes le côté, les tombes, etc., qui ont produit l'art sûrement le plus, à la base de l'art et les choses les plus... voilà, donc deux questions. Hein. La première chose, effectivement, dans cette fable de La Fontaine qui est si belle, c'est précisément, au fond, ce que vous nous poussez à reconsidérer, la place de l'effort au cœur de la civilisation. Je le disais en commençant mon propos, la civilisation apparaît dans la langue française comme
un produit, comme un travail, comme un effort. La civilisation n'est pas, comme nous le recevons aujourd'hui, un résultat, mais elle est d'abord un effort, un travail pour civiliser les hommes, pour civiliser l'homme dans l'homme. Dans toute civilisation, il y a d'abord un effort continué, un travail des hommes, un effort de l'humanité pour continuer d'apprivoiser sa propre expérience, de mettre des mots sur elle, de la comprendre, de lui donner un sens, d'élaborer un sens autour de cette expérience. Or, précisément, ce que nous perdons avec le sens de la civilisation, ce que nous perdons avec le sens de la médiation d'une manière générale, c'est, pourrait-on dire, le sens de l'effort. Je ne le dis pas ici pour le déplorer simplement comme on le fait parfois en disant « Oh là là, mon Dieu, c'est une catastrophe, les jeunes n'ont plus le sens de l'effort, ils ne savent plus travailler, etc. » Il se passe quelque chose de beaucoup plus essentiel que cela, de beaucoup plus important. Nous avons perdu le sens de l'effort qui est toute vie humaine pour apprivoiser le monde, pour l'élaborer, pour rendre le monde un peu plus humain. C'est là peut-être ce qui est le plus frappant. Dans le débat en France, par exemple, sur l'école, nous sommes à rebours totalement de la fable de La Fontaine. Le débat en France sur l'école tourne tout entier autour du concept d'ennui. Les élèves s'ennuient à l'école, nous dit-on, et il faut supprimer l'ennui. Il faut que jamais les élèves ne s'ennuient, que jamais ce ne soit trop difficile pour eux, que jamais ils ne soient en attente de ce qu'ils vont recevoir, qu'ils ne fassent jamais que ce qu'ils ont déjà compris, ce qui leur est déjà familier, ce qui est à leur mesure, ce qui est à leur portée. Un enseignement qui fait descendre vers les élèves quelque chose qui les dépasse. Cet enseignement-là représente une forme de coercition, une espèce de violence que l'on inflige aux enfants. Il faut donc, encore une fois, partir de leur propre activité, de leurs propres intérêts, de leur propre curiosité. On pourrait citer une infinité d'exemples de cela. Au fond, ce dont nous avons perdu le sens, c'est d'abord de cet effort. La fable de La Fontaine est très importante parce que, dans cette fable, comme vous le savez peut-être, un laboureur, effectivement, lègue un champ à ses enfants en leur disant « il y a un trésor dedans ». Les enfants labourent le champ, ils ne trouvent pas le trésor. Ils retournent le champ, ils ne trouvent pas le trésor. Ils excavent complètement la terre, ils ne trouvent pas le trésor. Ils creusent complètement le champ, il n'y a rien dedans. Et à la fin seulement, les enfants comprennent que le vrai trésor, c'est le travail. Que le travail est un trésor, c'est la morale de la fable. Fondamentalement, le vrai trésor, c'est l'effort. C'est le travail même qui consiste à tenter d'apprivoiser le monde, à tenter d'en faire quelque chose, à tenter de construire un monde qui soit, d'une certaine façon, à la mesure de l'homme, à tenter de construire un monde qui soit habité par le sens que l'homme tente de lui donner. Et c'est là peut-être ce qu'on appelle une civilisation. La crise de la civilisation, c'est peut-être d'abord une crise de l'effort. Appelons-la comme on voudra. On peut l'appeler aussi individualisme si on veut, car l'individualisme n'est que l'autre nom de cette conception du monde qui ramène la vie humaine à la stricte mesure de notre individualité, comme si tout le but de la vie humaine était simplement de se satisfaire soi-même, comme si, encore une fois, nous devions concevoir notre propre vie comme des clients de supermarché dont l'unique objectif est de trouver la satisfaction de leur propre désir personnel. À travers le sens de l'effort que nous avons perdu, ce sens de la médiation, à travers la fascination corrélative que nous éprouvons pour l'immédiateté. Regardez, c'est bien la tension contemporaine absolue. Et d'une manière très concrète, l'immédiateté est ce vers quoi nous tendons en permanence, à travers par exemple notre rapport utopique et fasciné à l'ère numérique dans laquelle nous entrons. Le numérique est justement le propre de cette immédiateté, de cette rupture d'avec l'effort de la médiation. En cela, par exemple, le numérique rompt en profondeur avec un autre objet antérieur, ancestral, l'un des objets fondamentaux de toute civilisation qui s'appelle le livre. Lire un livre suppose un effort. Arrêtons-nous sur cette double articulation. Lire un livre suppose un effort. Lire un livre suppose d'accepter une certaine distance, car le livre est tout entier distance. Si vous choisissez de lire un roman, vous allez de la première à la dernière phrase du texte. Et vous allez donc emprunter l'itinéraire, le chemin que l'auteur a proposé, que l'auteur a prévu pour vous. Vous devez donc suivre une certaine distance. Il ne s'agit pas d'aller directement au dernier mot. Et si vous décidez de lire un roman policier, reconnaissez-le avec moi, ça n'a aucun sens d'aller tout de suite à la conclusion pour savoir quel est le résultat de l'enquête. Ce qui compte dans le livre, c'est la distance elle-même. Ce qui compte dans le livre, c'est la médiation, c'est la rencontre avec le médiateur qui est l'auteur, qui propose un savoir que vous jugez bon de recevoir, qui propose un itinéraire que vous jugez bon de suivre avec lui. Lire un livre, c'est faire le pari de la médiation. C'est faire le pari d'un effort qui nous conduit à recevoir, au terme de ce parcours,
quelque chose qu'on n'avait pas prévu, quelque chose qui nous dépasse parce qu'on ne le connaissait pas encore. À l'opposé de la logique du livre se trouve la logique du numérique. Le numérique est précisément d'ailleurs ce qui souvent nous rend presque physiquement incapables de la patience de la lecture. Je le dis et je le constate en moi-même. Depuis que nous sommes familiarisés avec les outils numériques qui nous habitent en permanence, nous avons de plus en plus de mal à prendre le temps du livre, à nous arrêter devant un livre. Et aujourd'hui, nous avons des élèves qui, au terme de tout leur parcours scolaire, n'ont, pour beaucoup d'entre eux, jamais lu un livre en entier de toute leur vie. Tout simplement parce qu'encore une fois, nous vivons dans cette logique de l'immédiateté, qui est aussi une logique du moindre effort. J'ai besoin d'une connaissance, je vais immédiatement à elle. J'ai besoin d'un savoir, je vais immédiatement vers lui. Regardez dans un groupe d'amis, vous êtes en train de discuter, l'un d'entre vous cite une question, qui est l'auteur de cela, quand est née telle ou telle personne, immédiatement quelqu'un sort son téléphone et va chercher la réponse sur Internet. Nous sommes habités comme de manière compulsive par ce réflexe de l'immédiateté, qui est effectivement, en effet, le contraire de l'effort patient pour recevoir une culture qui peut-être demain nous sera utile pour comprendre et décrypter le monde. Nous n'allons plus au savoir que quand nous en avons besoin. Et c'est d'ailleurs l'occasion, nous pouvons voir dans les débats éducatifs une occasion de lire de façon très transparente cette fascination pour l'immédiateté numérique. À quoi sert, pensons-nous aujourd'hui, d'obliger les enfants à apprendre par cœur quelque chose, puisque tout le savoir est sur Internet ? Nous le voyons dans l'éducation nationale en France, par exemple, ce discours se répandre partout. À quoi sert-il d'obliger les élèves à apprendre par cœur des dates dans la chronologie, puisque tout est sur Wikipédia ? À quoi sert-il d'apprendre de la poésie par cœur, puisque tout est aujourd'hui sur Internet ? Eh bien, précisément, vous voyez, ce dont nous avons perdu, c'est le sens de la médiation, c'est-à-dire le sens de l'effort. Apprendre une poésie par cœur, ça représente un effort. Mais apprendre une poésie par cœur, c'est se laisser transformer par elle. Apprendre un peu de chronologie par cœur, c'est se laisser transformer par la connaissance que nous acquérons de l'histoire. Apprendre un peu de géographie, c'est pouvoir se situer dans l'espace. C'est donc se laisser transformer par le savoir que l'on reçoit, se laisser cultiver, se laisser civiliser. Nous avons perdu le sens de l'effort au sens fondamental de ce terme, et donc le sens de la médiation, et donc le sens de la civilisation. Tout cela est parfaitement lié. Et tout cela est parfaitement lié au fait que nous avons aussi, et vous avez parfaitement raison de le dire, que nous avons aussi perdu le sens de la mort. Pourquoi transmettre en effet, sinon parce que nous sommes mortels ? Pourquoi transmettre en effet, sinon parce qu'un jour nous ne serons plus là pour guider ceux qui sont autour de nous ? Transmettre un héritage culturel suppose d'accepter par avance l'évidence de sa propre mort. C'est parce que nous sommes mortels qu'il nous appartient de transmettre. D'ailleurs, d'une manière tout à fait étonnante, j'ai écrit ce petit livre qui s'appelle « Les déshérités ou l'urgence de transmettre ». J'ai été invité à parler de très nombreuses fois de ces questions d'éducation que je n'ai pas abordées ici de manière très précise, mais à parler de très nombreuses fois des questions d'éducation, de transmission, devant des publics d'enseignants, de spécialistes de l'éducation, de parents d'élèves. Et il m'est arrivé assez rapidement d'être sollicité aussi par un fonds patrimonial. Et les représentants de ce fonds financier m'ont dit « Mais si, pour nous, la transmission est une question très importante. » La transmission de l'héritage, nous la rencontrons d'abord dans ce travail qui consiste à léguer à ses successeurs un patrimoine économique. Et tout ceci n'est rendu nécessaire que par l'expérience de la mort, que par l'évidence de la mort et par le désir de transmettre quelque chose qui, au-delà de la mort, pourra constituer une occasion pour nos vies d'avoir été un jour fécondes. Mais pour cela, il faut de l'effort. Pour cela, il faut cette petite mort quotidienne qui s'appelle l'éducation, cette petite mort quotidienne qui s'appelle la transmission. Transmettre une langue à un enfant, par exemple, c'est en soi une petite mort. Car quand vous transmettez à un enfant les mots de votre propre vocabulaire, vous lui donnez la capacité de penser par lui-même et donc de devenir autonome. Vous lui donnez les moyens un jour de ne plus dépendre de vous. Vous lui donnez les moyens de construire sa propre liberté. Dans la langue que vous lui donnez, un jour, cet enfant dira des choses que vous n'aviez jamais dites avant lui. Cet enfant dira des choses que vous n'aviez jamais prévues. Et même un jour, peut-être, il dira des choses contre ce que vous aviez toujours dit avant lui. Vous acceptez donc d'une certaine façon, en transmettant les mots de votre propre langue à votre enfant, en lui transmettant un héritage de civilisation, vous acceptez donc cette petite mort qui s'appelle l'expérience éducative.
à travers d'ailleurs toute la difficulté qu'elle revêt, tout l'effort qu'elle demande, le caractère rugueux, complexe, laborieux de la tâche éducative. Tout ceci vient de cette expérience fondamentale du fait que nous sommes mortels et que, en transmettant un savoir, une culture, un héritage sous toutes ses formes, nous nous reconnaissons mortels. Et c'est d'une certaine façon, par cette petite mort qui s'appelle la transmission, que nous pouvons faire passer jusqu'à ceux qui nous suivent la vie de notre culture et de notre civilisation. Voilà en quoi la question de l'effort et la question de la mort se rejoignent. Et nous sommes aujourd'hui, curieusement, dans la déconstruction de la civilisation, aussi devant la négation absolue de la mort. C'est une chose très étrange, et vous l'avez remarqué, que la civilisation est toujours liée à l'expérience de la mort. Nous reconnaissons qu'il y a eu des hommes sur la Terre quand nous trouvons leurs tombeaux. La première forme de la civilisation, c'est la trace de l'inhumation des morts. L'homme se distingue de l'animal par la construction du tombeau, par le culte rendu aux morts, et c'est de ce culte que naît la culture, d'où vient la civilisation. Toute civilisation commence par le travail qui consiste à apprivoiser la mort, à se reconnaître mortel, à prendre conscience de sa propre mort. Et voilà ce que nous avons le plus perdu aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote sur ce point. Il y a quelques années de cela, le programme de l'année de philosophie en prépa littéraire, dans laquelle j'enseigne, était la métaphysique. Et quand vous faites un cours de métaphysique en philosophie, nécessairement vous rencontrez la question de la mort. Quelque part donc au milieu de notre année de philosophie, peut-être au mois de janvier, un jour je dis à mes élèves, nous allons travailler sur la mort. Et je commence ma réflexion en leur disant la chose suivante. La mort est-elle une question philosophique ? Bien, il semble bien que la mort soit une question philosophique. Parce que le propre des questions philosophiques, c'est qu'elles nous concernent tous. Si vous vous demandez ce que vous allez faire demain dans la vie, ça n'est pas une question philosophique. Si vous vous demandez à quoi bon travailler, ou qu'est-ce que c'est que le travail, vous vous posez une question que tous les hommes ont rencontrée. C'est là une question de sagesse, une question qui concerne l'expérience humaine, c'est une question philosophique. Or, une seule chose nous relie d'une manière complète et certaine. Nous ne savons pas ce que nous pouvons d'ailleurs nous dire la même chose ce soir. Nous ne savons pas ce que nous avons en commun. Nous avons certainement des points communs. Nous avons aussi des différences importantes. Nous nous rencontrons ce soir pour une rencontre sympathique et plaisante, et puis ensuite chacun ira vers son destin. Nous ne savons pas ce que nous avons en commun. Nous savons une seule chose. Malgré toutes nos différences, malgré toutes les variétés qui traversent nos expériences, nous avons tous une chose en commun. Nous allons tous mourir un jour. Tous. Ça paraît une évidence, mais quand j'ai dit ça à mes élèves, ils m'ont regardé et ils m'ont dit « Mais monsieur, vous êtes horrible de nous dire ça. » J'avais pensé naïvement qu'ils étaient au courant, mais ils m'en ont beaucoup voulu. Et pendant quelques semaines, il y a eu chez eux une espèce d'acrimonie contre moi en disant « Mais monsieur, mais vous êtes atroce, vous nous déprimez. Pourquoi vous nous dites ça ? Enfin, vous voyez, pourquoi tant de méchanceté gratuite ? Pourquoi nous dire que nous sommes mortels ? » Voilà quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Ces élèves avaient une vingtaine d'années. Ils étaient en études supérieures. Ils faisaient de la philosophie depuis plusieurs années déjà. Ils avaient pratiqué la littérature de façon assez intensive. Et bien pourtant, ces élèves, comme des purs produits de la société contemporaine, je le crois, avaient tout simplement oublié qu'ils allaient mourir un jour. Oublié, mais vraiment oublié, au sens littéral du terme. Et de ce point de vue-là, je le crois encore une fois, la question que vous posez nous permet de toucher du doigt que l'oubli de la nécessité de la transmission est en même temps l'oubli de la mort. L'oubli de la nécessité de l'effort de la médiation est en même temps l'oubli de la mort. Et la dernière chose que je dirais, pardonnez-moi pour cette réponse qui est beaucoup trop longue, mais votre question était tellement importante. La dernière chose que je dirais, c'est que les hommes sont mortels, mais comme le disait Paul Valéry, les civilisations aussi sont mortelles. Nous savons, disait Valéry, que les civilisations sont mortelles. Car nous savons que des civilisations entières ont purement et simplement disparu, dont rien n'est resté dans les autres sociétés du monde. Rien du tout. Et c'est là le propre de la fin d'une civilisation, de l'écroulement d'une civilisation. Ce phénomène existe, il arrive. Or, précisément, nous sommes aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, à la croisée des chemins. Notre civilisation peut mourir. Non pas simplement, comme on le dit avec beaucoup de facilité, se transformer. Oh, vous savez, ça n'est pas une crise, c'est un moment de transformation, de mutation, les choses changent. Non, non. Les civilisations ne peuvent pas que se transformer. Quand elles se sont tout entières transformées, quand rien ne reste de ce qu'elles étaient, alors les civilisations meurent. Elles ont purement et simplement disparu. Ceci, notez-le avec moi, n'est jamais un moment très réjouissant.
Car généralement, l'écroulement d'une civilisation n'est pas un moment ni de prospérité, ni de paix, ni de liberté. Mais rien ne peut nous prouver que nous ne sommes pas à la veille de vivre la fin d'une civilisation. Pour toutes les raisons que j'ai exposées ce soir. Je ne veux pas me faire apocalyptique, bien sûr. Ce que je veux dire simplement, c'est que nous avons peut-être à cette croisée des chemins une responsabilité particulière. À cause de cette conscience de la mort que nous pouvons reprendre ensemble, nous avons, dans le temps historique qui nous est donné, peut-être une responsabilité particulière. Je le crois profondément. Cette responsabilité, elle vient précisément de l'incroyable fécondité, qui est aussi l'incroyable vulnérabilité de la culture qui se transmet à l'intérieur d'une civilisation. Nous avons souvent décrit la culture, par exemple avec Bourdieu, comme un capital, comme un acquis, comme un avoir, un capital. Mais la culture n'est pas un capital. La culture ne se laisse pas décrire dans le vocabulaire de l'avoir, mais dans le vocabulaire de l'être. Car regardez-le avec moi, quand vous transmettez un capital, quand demain vous transmettrez le capital que vous avez construit dans votre existence, nécessairement, si vous avez plusieurs personnes à qui le transmettre, vous allez le diviser. Le propre d'un capital, c'est qu'il se divise à mesure qu'il est transmis. Le propre de la culture, c'est qu'elle s'augmente à mesure qu'elle est transmise. Si ce soir nous avons échangé quelques idées justes, ce que j'espère, aucun d'entre nous ne repart appauvri. Et si j'ai pu vous proposer ce soir une seule idée juste, eh bien je ne l'ai pas perdue. Au contraire. Je l'ai même d'une certaine façon regagnée avec vous. Et si j'ai pu vous proposer ce soir une seule idée juste, nous repartons tous ensemble enrichis de cette idée juste. Voilà l'extraordinaire miracle qui s'accomplit tous les jours dans tous les lieux de transmission. Dans le silence des familles, dans le silence des salles de classe, c'est la culture qui se partage et qui s'augmente d'être partagée. Mais le contraire est vrai aussi, la réciproque est identique. Si la culture n'est pas transmise, alors pour le coup, elle se diminue. Et si elle n'est plus transmise du tout, alors elle meurt pour de bon. Quand la culture n'a pas été transmise, plus personne ne peut la retrouver. Un capital, vous pouvez l'enfermer dans un coffre-fort. Vous le laissez dormir là, et dans un siècle, vous rouvrez le coffre-fort et le capital est toujours là. Un capital, vous pouvez le stocker, vous pouvez le mettre de côté, vous pouvez le mettre en réserve. Mais de la culture, il n'est pas question de laisser le capital en réserve. La culture qui n'est pas transmise, plus personne ne l'enseignera. Et quand un savoir n'a plus du tout été enseigné, plus personne demain ne le proposera. En France, par exemple, nous venons de décider la suppression de l'enseignement du grec et du latin dans les classes de collège. Quoi qu'en dise le ministère de l'Éducation nationale, nous n'enseignerons plus sous la forme de langue le latin et le grec. La conséquence de ce choix est massive et définitive. Car si demain, si après-demain, si dans 50 ou 100 ans, nous nous rendions compte à nouveau que c'est un héritage précieux que nous avons abandonné, qui pourra l'enseigner alors ? Quand nous aurons cessé d'enseigner le grec et le latin, plus personne ne deviendra professeur de grec et de latin. Et même d'ailleurs, une chose est sûre, nous ne serons plus jamais capables de prendre conscience des trésors que nous avons perdus quand nous les aurons perdus. C'est là précisément le propre de la fécondité de la culture, qu'elle s'augmente d'être transmise, mais c'est aussi le signe de sa vulnérabilité qu'elle disparaît quand elle n'est plus enseignée. Et c'est le cas de toute civilisation. Quand nous avons renoncé à transmettre ce qui fait le cœur d'une civilisation, quand nous avons renoncé à le reconnaître, alors notre civilisation disparaît, et elle disparaît d'une manière irréversible. Il y a dans l'histoire des sociétés humaines des choix réversibles. C'est le cas de la plupart de nos choix. Quand vous avez, été trop laxiste en matière de sécurité, un jour vous remettez des policiers dans les rues et vous décidez que c'est fini et qu'on va remettre un peu de fermeté. Quand vous avez été trop dépensier, eh bien vous décidez de serrer les vis et d'arrêter de jeter de l'argent par les fenêtres. Vous augmentez les impôts, vous diminuez les dépenses et vous rétablissez les comptes publics. Les décisions politiques sont souvent réversibles. Mais quand vous avez cessé de transmettre la culture, la connaissance et le savoir à une génération, la décision que vous avez prise, vous ne pourrez pas revenir dessus. Parce que vous ne trouverez plus nulle part les enseignants pour transmettre la culture que vous aurez cessé d'enseigner. Et bien précisément, c'est peut-être ce qui est aujourd'hui déjà en train de se passer, en tous les cas dans les sociétés occidentales, en tous les cas peut-être à l'humble mesure de ce que je peux discerner dans notre pays, la France, et c'est peut-être ce qu'on appelle malheureusement la fin d'une civilisation, ou en tous les cas c'est peut-être là le risque qui nous guette. Nous sommes mortels et nous avons à en reprendre conscience, mais notre civilisation aussi est mortelle, et peut-être de cette prise de conscience, l'urgence se fait sentir aujourd'hui plus que jamais. Le cours magistral serait lié à la fin de la transmission du savoir, mais je pense que les pédagogues qui ont voulu la fin du cours magistral, ils cherchaient peut-être à rendre
rendre les élèves plus actifs et plus dans l'effort. Vous avez dit que justement c'était la fin de l'effort avec la fin du... Enfin, il y a un lien entre le savoir qui descend et l'effort de l'élève qui essaye de s'ajuster au savoir du maître. Et je pense que les pédagogues ont voulu au contraire rendre les élèves actifs et dans l'effort de proposer une réflexion par rapport au savoir. Donc, Alors d'abord, je ne suis pas rentré dans le détail d'une réflexion sur l'éducation et je ne me permettrai surtout pas de rentrer dans le détail de méthodes éducatives parce que je ne suis pas du tout un spécialiste des méthodes d'éducation et je ne prétends pas du tout l'être. Je suis un tout jeune prof qui a encore tout à apprendre. C'est la première chose à dire. La deuxième chose, c'est que je ne veux surtout pas prétendre qu'il y ait une seule forme d'enseignement qui soit la bonne méthode d'éducation et par exemple le cours magistral. Ce serait une aberration. Il y a une variété de disciplines. Il y a aussi dans l'enseignement une variété de temps particuliers, il y a un moment pour tout, et évidemment on ne va pas enseigner l'anglais comme la philosophie, on ne va pas enseigner la philosophie comme les mathématiques, on ne va pas enseigner les mathématiques au début d'une année de collège comme on les enseignera à la fin d'une année de lycée. Donc il y a une variété de temps qui doivent effectivement s'accompagner d'une variété de pratiques, de formes d'apprentissage. C'est la deuxième chose que je voudrais dire. La troisième chose, c'est qu'effectivement, il est nécessaire que tous les enfants, un jour, dans l'apprentissage, deviennent acteurs, produisent quelque chose. La vraie question qui est posée, c'est de savoir si cette production doit et si elle peut être immédiate. C'est ça la vraie question. En philosophie, par exemple, prenez la discipline qui m'est familière. Je n'imagine pas une seule seconde que nous passions une année entière de philosophie dans laquelle les élèves seraient toujours passifs, recevant des connaissances, et le prof toujours transmettant, toujours actif et solitaire dans la tâche de la production. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le cours, et ensuite, les élèves pourront produire des dissertations, des commentaires, des exposés, faire des oraux, participer à la construction de la réflexion. Il faut pour cela, et c'est toute mon expérience qui le dit, il faut d'abord avoir beaucoup reçu avant un jour de devenir producteur, avant un jour de devenir créateur, avant un jour de devenir acteur. Et c'est là la cause de la grande erreur, je crois, que nous avons commise. L'erreur ne consistait pas à vouloir rendre les élèves acteurs, ils l'avaient toujours été, et c'est un mensonge de prétendre le contraire. Les élèves, dans tout le système éducatif que nous connaissons en France depuis qu'il s'est structuré dans la Troisième République, les élèves ont toujours été sollicités, ils ont toujours eu des exercices à faire, ils ont toujours eu l'occasion de s'exercer, de se confronter à l'exercice, à l'expérience. Les élèves ont toujours été sollicités. Notre grande erreur n'a pas été de vouloir rendre les élèves acteurs, mais de penser qu'ils pouvaient être immédiatement acteurs, de penser que c'est de leur action que viendrait leur propre connaissance et qu'ils allaient par eux-mêmes construire leur propre connaissance. Et c'est là la grande erreur. Et cette erreur, nous l'avons fait, si je crois profondément, non pas au nom de l'effort, mais au nom d'abord de la lutte tout à fait bien intentionnée et généreuse de la lutte contre ce que nous percevions comme étant une forme d'enfermement de l'élève dans une posture passive, aliénante, inférieure, humiliante pour lui. Nous avons voulu défendre l'idée d'un enseignement, par exemple, qui se fasse par l'expérience, par l'exercice, par le jeu, par le plaisir. Voilà. Je crois que ce qui a guidé la stratégie de la pédagogie dans les 40 dernières années, dans le système éducatif français, c'est ce qu'on pourrait appeler le principe de plaisir. Apprendre avec du plaisir. Et avec du plaisir immédiat. C'est là aujourd'hui, par exemple, la clé de ces enseignements pratiques interdisciplinaires. Nous considérons que les cours de physique sont ennuyeux. Nous considérons que les cours d'anglais sont ennuyeux. Alors plutôt que de faire des cours de physique et des cours d'anglais, nous allons mettre ensemble le professeur de physique et le professeur d'anglais. Et là, c'est encore un exemple proposé par le site du ministère. Et nous allons leur donner comme consigne de créer les conditions, de créer un contexte, d'organiser une activité dans laquelle les élèves vont écrire en anglais un magazine sur les machines à vapeur. Ça, ce sera plaisant. Ça, ce sera amusant. Ça, ce sera stimulant, croyons-nous, pour eux. Ça, au moins, ça va leur plaire. Voyez, le cours de physique où on apprend des leçons, c'est pénible. Le cours d'anglais où on apprend des leçons, c'est pénible. Écrire un magazine sur les machines à vapeur. Enfin, les élèves vont être délivrés de l'ennui. Et évidemment, il y a peut-être une part d'illusion dans tout cela. Mais fondamentalement, je crois que c'est d'abord ce principe qui guide, les réformes qui ont cours dans l'éducation nationale depuis une trentaine ou une quarantaine d'années.
non pas peut-être la lutte contre l'effort, mais en tous les cas le principe de plaisir et la lutte contre l'ennui, c'est-à-dire fondamentalement, encore une fois, la lutte contre cette idée toute simple que nous ne sommes pas immédiatement nous-mêmes. En philosophie, par exemple, notre formation nous expliquait qu'il ne faut pas faire un cours magistral de philosophie, donc mais demander tout le temps aux élèves, non pas faire un cours sur le bonheur et sur ce que Platon et Aristote ont dit du bonheur, mais demander aux élèves ce qu'ils pensent du bonheur, demander aux élèves ce qu'ils pensent de la justice, ce qu'ils pensent du travail. La grande erreur n'est pas d'avoir voulu faire réfléchir les élèves. C'est effectivement le but de l'enseignement. Et toute civilisation a pour fin, a pour finalité de construire dans ceux qui en sont les héritiers une capacité nouvelle de pensée, de parole, de réflexion, de création, d'innovation, de liberté. La grande erreur, c'était de penser que cette capacité de création et de liberté, elle pourrait être immédiate. Pour penser par vous-même quelque chose sur le bonheur, pour penser par vous-même quelque chose sur la liberté, mais il faut déjà avoir beaucoup lu. En tous les cas, avoir beaucoup lu augmente votre capacité de penser par vous-même. Et vous en avez tous fait l'expérience. Dans les grands auteurs que vous avez lus, vous avez trouvé l'occasion d'augmenter votre propre vision du monde. Vous n'auriez pas les idées que vous avez aujourd'hui personnellement sur le monde. Les idées les plus personnelles que vous avez aujourd'hui, elles sont nées en vous par la rencontre avec d'autres auteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils vous ont obligé à penser comme eux. Même parfois, elles sont nées en vous parce que vous avez pensé contre eux, parce que vous pensez contre leurs conclusions. Et pourtant, c'est eux qui vous ont permis de formaliser votre propre pensée, de la structurer, de la consolider, de faire l'effort de l'articuler. Bien voilà, je crois encore une fois, ce que nous avons le plus perdu de vue, c'est cette nécessité essentielle de la médiation, de l'intermédiaire qu'est l'auteur, l'enseignant, l'adulte, l'autre tout simplement, que la vie met sur notre chemin pour nous transmettre cet héritage, nous transmettre cette civilisation dans laquelle notre propre pensée trouve sa condition première. J'ai été surpris dans votre exposé sur le réquisitoire que vous faites sur la tolérance. Parce que moi, j'ai plutôt été élevé dans l'idée que ce qui avait failli faire sombrer notre civilisation occidentale au XXe siècle, c'était plutôt l'intolérance. Et vous semblez opposer la tolérance au respect au respect des différences. Et je ne comprends pas pourquoi la tolérance ne pourrait pas permettre une hiérarchisation des valeurs. La tolérance ne veut pas dire, dans mon esprit, que tout se vaut. Donc j'aurais voulu que vous m'expliquiez pourquoi vous êtes si remonté contre la tolérance. Pardon, j'ai peut-être été un peu dur. Je ne prêche pas du tout, j'espère que vous m'avez bien compris, pour l'intolérance. Je ne prêche pas pour quelque chose qui serait moins que la tolérance, mais pour, au contraire, une attitude qui serait vis-à-vis de l'autre plus que de la tolérance, beaucoup plus que de la tolérance. Il me semble que faire de la tolérance la vertu absolue de la relation entre les hommes, entre les peuples, entre les langues, entre les cultures, faire de la tolérance l'absolu de notre comportement vis-à-vis de l'autre, c'est en fait appauvrir profondément la relation que nous pourrions avoir à lui et d'une certaine façon s'enfermer dans une sorte d'ignorance mutuelle qui ne peut conduire qu'à l'autre de la tolérance, c'est-à-dire pour le coup à l'intolérance et à la violence. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faille pas être tolérant, mais je pense, à mon sens, à mon humble sens, qu'il faut être beaucoup plus que tolérant si nous voulons rester tolérants. En fait, si la tolérance est le dernier mot de notre relation aux autres, un jour nous allons finir très vite d'ailleurs par devenir intolérants. Parce que nous n'arriverons plus à nous parler, parce que nous n'arriverons plus à nous comprendre. Cette tolérance dans laquelle nous vivons aujourd'hui, en fait, elle nous dit, sa maxime fondamentale, c'est supportez-vous les uns les autres, tolérer, du latin tolérer, qui veut dire porter, supporter. Donc, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres, ça veut dire fondamentalement, tu es différent de moi, mais je te supporte quand même. C'est ça quand même qui a derrière l'idée de supporter. La tolérance telle qu'on nous l'a enseignée, elle consiste à faire comme si la différence n'existait pas, à devenir le plus possible indifférent aux différences. Je suis reconnu comme tolérant à partir du moment où je me comporte avec toi comme si tu n'étais pas différent de moi. Et le principe de la tolérance, c'est donc la négation de la différence implicite, vous voyez ? Par exemple, je ne sais pas, je suis catholique, tu es musulman, il est athée, je suis tolérant, nous sommes tous tolérants, faisons comme si nous n'étions pas différents. Et c'est dans la mesure où nous nous comporterons les uns avec les autres comme s'il n'y avait pas de différence entre nous que nous serons reconnus comme tolérants. Je ne dis pas, vous m'avez bien compris, qu'il faille faire la guerre entre nous au nom de notre différence, mais au contraire, que cette différence est la promesse d'un enrichissement fabuleux. Car si je suis catholique et qu'il est musulman et que vous êtes athée, mais il devient très important que nous parlions ensemble pour nous comprendre. Parce que vous avez peut-être quelque chose à m'apprendre.
parce que vous avez peut-être quelque chose à éclairer dans mon esprit, dans la question que je me pose moi-même sur l'existence de Dieu ou la vie après la mort. Si je suis, je ne sais pas, socialiste et que vous êtes libéral, et c'est très important que nous parlions ensemble. Parce que notre divergence d'opinion, ne restons pas à ce simple stade très pauvre de la tolérance. Je vous respecte, vous me respectez très bien, arrêtons-nous là, vous voyez, ça suffit, on est comme ça, très bien, vous avez votre différence, je la respecte absolument, tout va très bien, parfait, je ne viendrai surtout pas vous déranger dans votre vérité, il n'y a pas de problème, restons bien tranquilles comme cela. En fait, en réalité, c'est un appauvrissement terrible. Et la conséquence de cet appauvrissement, c'est, je le crois pour le coup, vraiment, ultimement, et de manière assez rapide d'ailleurs, que nous n'arrivons plus à nous parler, et donc nous n'arrivons plus à nous comprendre. Et donc nous redevenons dangereux les uns pour les autres, inquiétants les uns pour les autres, et nous finissons par nous faire la guerre. Voyez, la tolérance me paraît une vertu finalement très faible, très pauvre. La tolérance, c'est toujours mieux que l'intolérance. Mais s'il ne nous reste que la tolérance, alors une chose est certaine, nous allons bien vite retomber dans l'intolérance. Le plus important, ça n'est pas la tolérance. Le plus important, c'est d'être capable à nouveau de vivre cette vertu philosophique fondamentale qui s'appelle l'étonnement. S'étonner des différences. Chose qui, aujourd'hui, est souvent perçue comme une forme de danger. S'étonner de la différence suppose d'abord de la reconnaître. Mais s'étonner de la différence, c'est justement se donner l'occasion de s'intéresser à elle. S'étonner en grec désigne exactement la même chose que s'émerveiller. S'étonner et s'émerveiller, c'est une seule et même chose. Je ne sais pas, je suis français, j'arrive en Russie. Tout ce que je découvre ici est différent. Et tout ce que je découvre ici est pour moi une occasion d'émerveillement. Heureusement, je suis précisément suffisamment familier de ma propre culture pour percevoir cette différence. Et c'est une immense chance pour moi que de la percevoir. Et je perçois à chaque instant ce que la civilisation, la culture, la langue, la spiritualité, la philosophie, l'art que je rencontre ici peuvent apporter à ma conscience d'occidentale. Et c'est là précisément quelque chose qui est bien plus éloigné, bien plus loin, bien plus profond, bien plus grand, bien plus aventureux, bien plus risqué aussi que la tolérance, mais bien plus fécond, et je crois en tous les cas bien plus promesse fondamentalement d'une paix authentique entre les hommes. L'un des plus grands philosophes relativistes, sans doute l'un des seuls d'ailleurs qui soit authentiquement et objectivement relativiste jusqu'au bout, l'un des grands apôtres de la tolérance, c'était le philosophe Richard Rorty, qui est un auteur peut-être méconnu en France et en Europe, mais un auteur très important aux États-Unis. Richard Rorty était un philosophe américain contemporain qui est mort en 2002 et qui était vraiment un philosophe du relativisme. Et pour Richard Rorty, le plus important dans la vie, le plus important dans les rapports entre les hommes, c'est la tolérance. Chacun a sa vérité. Ça ne sert à rien de parler ensemble puisque chacun a sa vérité. Si vous êtes catholique et que je suis athée, la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est surtout de ne pas mettre le sujet sur la table. Regardez comme il nous angoisse d'ailleurs. Regardez comme on a peur de mettre les questions sur la table, comme on a peur de parler ensemble. Dès que quelqu'un veut parler de ce qu'il croit, de plus profond, de ce qu'il pense, de plus intime, de plus sérieux, de ce qu'il a au fond de lui de plus décisif, on s'imagine qu'il va nécessairement finir par déclarer tôt ou tard la guerre au nom de la vérité. Donc surtout, ne parlons pas de la vérité. C'est très dangereux. La seule chose que ça peut produire, c'est des conflits et des violences. Voilà ce que dit Richard Rorty. Et il conclut d'ailleurs son œuvre majeure en affirmant « La philosophie n'est pas du tout une activité sérieuse, car la philosophie consiste à parler ensemble de la vérité, et donc ça n'est pas du tout une activité sérieuse. » Beaucoup plus sûr, la chose beaucoup plus tranquille et certaine, c'est d'aller jouer au football ensemble. Là, au moins, on est tranquille, vous voyez. C'est la meilleure des choses qu'on puisse faire ensemble. Vous êtes catholique, je suis athée, ben, très bien, allons jouer au foot. Voilà. Au moins, comme ça, on n'a pas de problème, vous voyez. On est tolérant. Eh bien, cette version de la relation humaine qui s'appelle la tolérance, cette version pauvre de la relation à l'autre, qui s'appelle l'indifférence à la différence, fondamentalement, je crois qu'en fait, ultimement, elle nous ramène toujours à la violence parce que quand nous n'arrivons plus à nous parler, nous n'arrivons plus à nous comprendre et nous redevenons pour le coup, de manière beaucoup plus profonde, étrangers les uns aux autres. Non pas simplement différents, mais profondément étrangers, distants, incapables de cet échange d'où vient précisément toute paix durable et profonde. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette merveilleuse conférence. J'ai été complètement abattue par la première partie. Heureusement, la deuxième partie m'a rassurée que ce n'est pas la fin de la civilisation. Si vous n'êtes pas seul à penser comme vous l'avez décrit dans la deuxième partie de la conférence. Est-ce que vous êtes seul à penser comme ça ou non?
Tout est une affaire d'oubli. Voilà. Je vous répondrai en parlant de la philosophie. En fait, si j'ai tenté de décrire quelque chose qui est juste, et je crois que la question de cette nécessité fondamentale de la médiation, de cette nécessité essentielle de l'héritage culturel, de la nécessité d'une culture pour que s'accomplisse vraiment notre nature, je crois que tout cela est vrai et que nous pouvons en avoir une vérification chacun dans notre propre expérience personnelle. Je crois que tout cela est profondément vrai, mais que souvent, comme beaucoup de vérités essentielles, nous l'avons complètement oubliée. La vérité, nous la portons bien souvent en nous sous la forme d'un souvenir effacé. C'est ce que nous dit la philosophie depuis son commencement. Le travail de Socrate, au IVe siècle grec, consistait tout entier à tenter de faire sortir de l'esprit de ses interlocuteurs la vérité qu'ils portaient déjà en eux. Et je crois que nous savons cela. Nous savons que notre propre culture a fait grandir notre propre liberté. Nous savons qu'il n'y a pas de liberté possible sans un héritage culturel. Nous savons que c'est toujours de l'histoire d'une civilisation que naît l'avenir d'une société et que naît même notre propre avenir personnel. Toujours. Nous le savons très bien. Et il y a des symptômes de cette conscience collective. On affirme qu'il ne faut pas reconnaître nos racines. C'est l'idée qu'il faut savoir d'où l'on vient est une idée devenue taboue. Et pourtant, les Français se ruent sur les sites de généalogie et les archives dans toutes les mairies de France sont débordées aujourd'hui par les demandes des gens qui veulent reconstituer leur arbre généalogique et savoir d'où venaient leurs ancêtres. C'est tout à fait étonnant et c'est un besoin nouveau, en tous les cas, qui se développe de plus en plus. Donc, la conscience est là, mais elle est enfouie bien souvent au cœur de notre perception, de notre sensibilité, sans que nous soyons capables de l'expliciter. Je vous le disais, je suis souvent invité à parler de ces questions. Et on me dit souvent des choses très touchantes, comme ce que vous veniez de me dire à l'instant. Je ne pense pas pourtant dire des choses qui soient absolument géniales, ni très nouvelles, ni extraordinaires. Et je ne me prends surtout pas ni pour un grand philosophe, ni même pour un philosophe tout court. Et j'espère simplement qu'à partir des quelques pistes que j'aurais pu ouvrir, que vous soyez d'accord ou non, vous pourrez tirer l'occasion de poursuivre votre propre réflexion. Et ce sera la clé ce sera ma plus grande joie. Mais le plus beau compliment qui me soit fait, et que j'entends assez souvent, me vient de gens qui me disent « Vous avez mis des mots sur ce que je pensais profondément ». Vous voyez, c'est très humble, parce que ça veut dire que je n'ai rien inventé de nouveau. Mais si je peux aider les gens à retrouver le sens de cette vérité qu'ils portent en eux, le sens de ce que nous devons à notre propre héritage, le sens de la fécondité de la culture et de la civilisation, si je peux aider quelques personnes à se ressouvenir, comme le voulait l'acte propre de la philosophie, de cette intuition profonde que nous avons tous enfouie en nous, si je peux, au fond, en réalité, nous aider à poser ensemble cet acte de reconnaissance à l'égard de notre histoire et de nos héritages culturels, à l'égard de notre civilisation, à poser ensemble cet acte de reconnaissance qui est tout prêt à jaillir, et que pourtant nous continuons d'enfouir sous une espèce d'ingratitude superficielle, alors j'espère que j'aurai pu être fidèle à la tâche de la philosophie et retrouver le sens de cette maïeutique, faire sortir des âmes de ceux que je rencontre la vérité que nous portons tous en nous. Ça vous paraît peut-être très ambitieux. En réalité, c'est très humble, car nous n'inventons rien nous-mêmes si nous voulons être philosophes, et nous l'avons, j'espère, tous été ensemble ce soir un peu. Nous n'inventons rien par nous-mêmes, nous tentons simplement de retrouver la trace de cette connaissance que nous possédons tous, et que pourtant, bien souvent, nous avons tous oublié. Merci encore infiniment pour votre attention.